Enregistré. Et c'est parti. Alors, bienvenue à tous, encore une fois, tous vous qui nous regardez sur YouTube, vous qui êtes là en direct. Aujourd'hui, conseil de pro avec Fabien Biteau qui va parler de la toiture, qui va vous donner un petit peu les clés pour pouvoir imaginer faire vous-même des travaux sur la toiture, des réparations, réparer des fuites, réparer des tuiles cassées. Tout ça, c'est dans le cadre des conseils de pro de Twiza. Et c'est également, le fameux écho de Nathalie qui nous est enfin arrivé. Nathalie, tu as ton micro qui est allumé. Nathalie, merci. Génial. Ça y est, je suis perturbé, je sais plus ce que je disais. Donc tout ça, c'est dans le cadre des conseils de pro. C'est également dans le cadre des formations Twiza, car vous le savez maintenant, Twiza propose des formations pour vous aider à vous rapprocher de vos rêves, en tout cas, de vous approcher de la réalisation de vos projets. Et voilà, c'est ce qu'on s'efforce à faire de la manière la plus pédagogique et la plus, comment on va dire, conviviale possible. Je vais vous mettre des informations dans le chat dans un instant si vous voulez en savoir plus, mais sinon n'hésitez pas à poser des questions et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je pense que vous êtes prêts. On va commencer tout ça. Fabien, comment vas-tu? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Moi, ça va super. Donc, je suis dans le Morvan, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Paris et Lyon, une petite zone de moyenne montagne, où j'exerce en tant que coureur. Donc voilà. Tout roule de mon côté, en tout cas. Je suis Génial. très heureux d'être avec vous ce midi pour discuter un peu couverture. Génial. Eh ben, écoute, merci d'être là. Merci pour la préparation que tu as mise pour cet événement. Et voilà, un vrai plaisir en vrai, Fabien, parce qu'on a déjà échangé quelques fois. Et, euh, voilà, enfin, je sais pas comment le dire pour pas passer trop de pommade, mais j'adore ce que tu fais, j'adore comment tu le fais, la manière dont tu interagis, la manière dont tu aimes communiquer et transmettre. Et peut-être pour commencer des présentations, quelle est ta petite histoire à toi? Qu'est-ce qui t'a amené à être là où tu es aujourd'hui? Et voilà, tout simplement. Merci pour la pommade, hein, ça fait toujours plaisir. Ouais, en gros, comment est-ce que je suis venu à la couverture? J'ai un petit parcours particulier. Je viens pas de ce monde-là à la base. Alors, j'ai toujours été passionné par le bâti ancien. Je pense que c'est un peu familial. Voilà, mes parents ont acheté une vieille maison, une vieille longère dans le centre de la France quand j'étais enfant, quoi. Et ça m'a suivi toute mon adolescence. Donc, la fibre vient un peu de là, je pense. En fait, à la base, j'ai fait une école de commerce. Je me suis dirigé vers de l'entrepreneuriat. Je travaille ensuite dans l'immobilier, dans de la chasse immobilière, sur de la résidence secondaire partout en France. Donc là, c'est pareil. En fait, j'ai eu la chance en fait de visiter et de conseiller sur beaucoup de bâtis anciens partout en France, donc pas mal de typologies de bâtiments. Ça, c'était extrêmement intéressant. Euh, j'ai travaillé ensuite dans de la formation, donc il n'y a pas de mystère, hein. Si j'aime transmettre aujourd'hui et si je reviens à nouveau à la formation, c'est parce que c'est un truc qui me passionne, j'aime beaucoup ça. Il y a une petite phase de transition pendant le Covid où j'ai fait du maraîchage bio, de la construction insolite. Donc, on retrouvait le côté un petit peu construction, donc construction bois plutôt. Euh, et puis ensuite, j'ai voulu me concentrer et aller vers un apprentissage qui était autour de la thermique du bâtiment et autour des capteurs solaires low-tech. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'a fait le Low-Tech Lab sur une tiny house. Ils ont fait des capteurs solaires avec un système d'ardoise et un plan vitré. Bref, que d'autres ont déjà fait, mais j'ai travaillé sur ce produit-là et sur ce concept-là avec un docteur thermicien pendant 2 ans à Nantes. Donc ça, c'était un chauffage solaire à air chaud. Le but, c'était d'en faire un produit ou de voir un petit peu l'appétence des particuliers sur ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte finalement que le besoin était de faire une rénovation globale avec une isolation par l'extérieur des bâtiments, la mise en place de ce système de chauffage solaire complémentaire, mais tout ça impliquait des travaux de couverture assez importants. Et c'est un métier qui me titillait depuis déjà quelques années. Et en fait, parce que ça implique en fait de déposer les gouttières, de rallonger le débord de toit.
de faire l'isolation par l'extérieur, de mettre en place le système solaire et ensuite de refaire le débord de toit. Donc ça implique pas mal de travaux que beaucoup de couvreurs, en tout cas dans des sociétés traditionnelles qui font des toitures complètes, n'ont pas forcément envie de... Enfin, ces boîtes-là n'ont pas forcément envie de se lancer là-dedans. C'est vraiment que du spécifique assez technique qui chiffre pas toujours très très fort par rapport à une rénovation globale, quoi. Donc, je me suis reconverti en fait à ce moment-là en région nantaise auprès des compagnons. Et depuis, on a acheté un moulin à eau à retaper. Donc, vous allez voir quelques photos, surtout de charpente qui s'affaisse et ce genre de choses. Des photos perso d'exemples de problèmes de couverture qui entraînent des problèmes de charpente. Bref, et du coup, donc je suis à mon compte depuis 3 ans maintenant. Je suis donc artisan RGE, couverture gris. Je me forme en permanence à peu près tous les ans, donc je suis également formé à la formation ProPaille, donc construction paille, qualité de l'air intérieur aussi, et puis pas mal de formations complémentaires. Cet été, grâce à Twiza, je vais aussi me plonger dans tout ce qui est manipulation de la chaux vive, ce qui va me permettre de gagner en technicité sur toute la partie maçonnerie. Il y a un super truc qui est prévu mi-juin, si je me trompe pas. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter, c'est vraiment top. Voilà, je veux pas faire trop long et m'étendre sur le parcours, mais en tout cas voilà, j'ai plusieurs casquettes et une vision aussi un peu immobilière et un peu plus globale sur l'état du bâti ancien qui me passionne et que j'essaye de traiter aussi dans ma partie couverture, quoi. Ok, ok. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect qui est intéressant parce que l'immobilier, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on se pose des questions concernant sa couverture. C'est-à-dire qu'on voit un bien qui nous intéresse, il y a le toit qui nous fait légèrement fuir ou en tout cas qui nous pose des questions ou qui nous pose des doutes et de savoir qu'on est en mesure de faire son propre diagnostic de la couverture, peut-être de faire intervenir un artisan ou de le faire soi-même, ça peut être des leviers de négociation assez intéressants en phase de recherche de projet. Donc tout ça, on y reviendra certainement. N'hésitez pas à laisser des questions dans les commentaires. Je vois qu'il y a encore un petit problème d'écho intermittent pour certains d'entre vous. J'imagine que c'est localisé, mais n'hésitez pas si ça arrive à plusieurs d'entre vous de me le dire. Et puis, n'hésitez pas non plus à interagir entre vous dans les commentaires. Si vous voyez des questions passées, que vous avez des réponses, n'hésitez pas à vous les donner. Parce que voilà, c'est aussi ça, une communauté, et puis c'est aussi ça l'échange. Très bien. Je vous propose, pour commencer, un petit sondage. On va voir quel est le revêtement de votre toiture, parce que si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous avez un projet de réfection de toiture, ou alors juste de reprise de toiture, de repiquage. Donc, dites-nous dans le petit sondage ici, où est-ce que vous vous situez? Et puis, le temps que vous répondiez, ben, Fabien, je t'invite à lancer la présentation. Je pense qu'on peut y aller. Voilà, si tout le monde est prêt, je lance. Euh, alors, le but, c'est pas de suivre un PowerPoint bête et méchant, c'est simplement pour avoir un support visuel. Je vais le mettre en diapo d'ailleurs, ce sera beaucoup plus. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien l'écran. L'idée, c'est d'avoir quelques supports visuels parce que parler de couverture de manière purement théorique, simplement à l'oral, sans avoir d'éléments visuels, c'est pas forcément facile. L'idée, du coup, là, ce midi, c'est d'abord d'analyser un petit peu les phénomènes qui peuvent causer des fuites. Et je vais vous donner pas mal d'astuces pour les résoudre vous-même. En tout cas, une partie, hein, tout n'est pas résolvable facilement soi-même en montant sur le toit. Mais je vais vous donner en tout cas un certain nombre d'astuces là-dessus. Ensuite, on va voir la partie sécurité. Et la partie sécurité, je dirais un peu en conditions réelles. Comparé à comment dire, certains a priori sur des possibilités de se mettre en sécurité qui sont pas toujours faciles et pas toujours possibles, même en conditions réelles sur un toit à plus ou moins forte pente. Et vous avez transmis beaucoup de questions, à peu près 25 questions hein, de ce que j'ai vu en amont de cette petite visio là.
Donc, je les ai regroupées puisqu'il y en a qui vont se recouper. Donc, il y a 18 questions auxquelles je vais répondre. Donc, normalement, je réponds à toutes les questions que vous avez posées au préalable. Voilà. Et s'il y en a d'autres, évidemment, on verra en fonction du temps, mais on essaiera d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à en envoyer dans le chat ou à poser vos questions à la fin de la visio, quoi. Eh bien, pour entrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de pourquoi est-ce que c'est important de bien comprendre et bien analyser une fuite. Donc ici, j'espère que vous voyez bien l'image, qu'elle n'est pas trop sombre. Vous avez un trait jaune qui traverse l'image, qui suit en fait la courbure du toit, puisqu'en fait, le jour que vous distinguez en bas de la photo correspond à un affaissement de la ferme, donc du triangle de charpente. Si jamais je parle chinois, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, j'essaierai de vulgariser un peu plus. Et donc, pour vous expliquer ce qui se passe, de l'autre côté de cette toiture, vous avez un autre toit, et donc vous avez une jonction entre les deux qu'on appelle donc un chéneau, c'est-à-dire un rectangle qui vient canaliser l'eau entre les deux toitures. Et il s'avère en fait que là, il y a une combinaison de facteurs qui ont fait que cette ferme s'est affaissée, mais il y a surtout une raison, c'est une tuile cassée au mauvais endroit. En fait, en bas de pente de cette couverture, il y avait une tuile cassée qui a fait qu'il y a eu un écoulement d'eau extrêmement important, puisqu'en gros, ce qu'ils font comprendre sur une toiture déjà, c'est l'importance d'une fuite en fonction de si la fuite se situe en haut ou en bas de pente, ou dans une zone où il y a beaucoup d'eau qui s'écoule. En bas de pente, vous aurez mécaniquement et automatiquement beaucoup plus d'eau qu'en haut de pente. En gros, si vous avez, je dis n'importe quoi, 40 rangs de tuiles, donc vous allez avoir par exemple, mettons, une goutte d'eau ou un litre d'eau qui tombe sur la tuile du haut de pente, et bien sur la tuile de bas de pente, vous aurez 40 fois ce volume. En gros, pour simplifier, hein, c'est pas tout à fait exact, mais en gros, vous avez une proportion qui va faire que la quantité d'eau réceptionnée en bas de pente est bien plus importante et peut causer du coup des dommages à la charpente beaucoup plus rapidement qu'en haut de pente. Voilà. Donc ça, c'est un premier réflexe à avoir, c'est-à-dire se dire, ok, est-ce que ma fuite, si vous avez des fuites, évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive quand même à tout le monde à un moment donné. Donc, en gros, si vous avez une fuite en bas de pente, grosse méfiance et essayez d'intervenir le plus rapidement possible. Parce qu'en gros, c'est ce que je mets dans le petit texte, si ça fuit en bas, gare ton toit, parce que clairement, vous pouvez avoir un gros souci de charpente assez rapidement. Ce qui sera moins vrai en haut de pente. Donc ça, c'est un premier point à avoir en tête. Euh, Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même et remplacer vous-même? Et en fait, on va parler un petit peu de tous les matériaux. Donc, dans les matériaux traditionnels, vous avez donc l'ardoise naturelle, vous avez la tuile plate et vous avez le zinc. Ça, c'est les matériaux, je dirais, les plus historiques. Il y a aussi le plomb, mais bon, ça, c'est des exemples un peu particuliers. Les matériaux principaux, c'est donc ardoise naturelle, tuile plate, donc qui ne sont pas des tuiles à emboîtement, et le zinc. Et ensuite, vous avez des matériaux dits plus modernes, donc la tuile à emboîtement. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur les photos où vous avez des tuiles cassées, fêlées sur les photos de droite. Ça, c'est des tuiles à emboîtement, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un canal qui va faire que votre toit va être étanche. Alors que sur de l'ardoise, comme sur de la tuile plate, c'est le recouvrement, c'est-à-dire la partie de l'ardoise qui va recouvrir les ardoises du dessous, qui va faire que c'est étanche. Vous n'avez pas de canal qui vient canaliser l'eau entre chaque matériau de couverture. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour la généralité. Ensuite, il faut comprendre quand est-ce que vous devez remplacer le matériau. Bon, là, c'est des exemples relativement évidents. Une tuile cassée, éclatée, comme vous voyez sur les photos de droite, ou fêlée. Là, automatiquement, vous avez un remplacement de tuile à faire. Euh, et d'ailleurs, je vous invite plutôt à éviter de la réparation un peu bricolage, du type ce qui a été fait sur la photo tout à droite, en bas d'une cheminée, en l'occurrence. Ça pourrait très bien être contre un mur d'ailleurs. Vous avez un solin en ciment et vous avez surtout un silicone qui a été mis. On voit des traces blanches, des traces jaunes, etc. Ça, je vous invite à ne pas le faire. C'est vraiment de la réparation qui tient pas si longtemps que ça, même s'il y a des mastiques qui sont efficaces. Globalement, ça craint quand même les UV et ouais, le fournisseur
a plutôt tendance à dire que ça va tenir 10 ans. En pratique, ça tient rarement les 10 années, quoi. Donc, bonne méthode ici, ça va être de remplacer le matériau. C'est pas très compliqué. Il faut avoir le geste, il faut avoir quelques outils éventuellement, mais il y a quand même pas grand-chose. Les outils principaux, en fait, c'est surtout les outils pour se mettre en sécurité, hein. C'est une échelle de pied à coulisses ou pas, mais en tout cas une échelle pour accéder jusqu'à la gouttière de votre toit, et ensuite une échelle plate avec une corde pour s'accrocher à la couverture, à la charpente en l'occurrence. Donc ça, c'est les outils d'accès principalement utilisés en couverture, en tout cas pour des activités telles que du repiquage. Évidemment, possibilité de monter un échafaudage, euh, mais c'est pas tout le temps fait, ça dépend des conditions de sécurité du chantier et de la possibilité d'avoir un échafaudage aussi à dispo, hein. C'est pas toujours simple d'avoir un échafaudage à la maison. Euh, sur la gauche, vous avez donc des matériaux qui sont endommagés, donc de l'ardoise naturelle qui a été grêlée. En fait, la première photo à gauche, vous avez des ardoises grêlées qui n'ont pas percé encore. Et sur la photo donc centrale, juste après, là, l'ardoise est percée. En fait, la différence, ce qui s'est passé entre-temps, c'est simplement du temps qui s'est un petit peu écoulé et des cycles de gel, dégel qui ont fait que la partie écrasée de l'ardoise par le grêlon s'est finalement effritée et est partie. Et vous avez des zones où vous allez avoir des fuites et d'autres où vous n'aurez pas de fuite sur de l'ardoise naturelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra plutôt en formation, en pratique. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, là, sur la partie théorie aujourd'hui, euh, parce qu'il aurait fallu mettre beaucoup plus de visuels et puis sinon, on va pas pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Donc voilà, il faut savoir en tout cas que des impacts de grêle plutôt dans l'axe du crochet en inox ou en galva d'ailleurs, là va provoquer une fuite quasiment automatiquement. Sur les côtés, c'est pas toujours vrai, ça dépend. Euh, pour remplacer de l'ardoise au crochet, pour ceux qui sont sur de l'ardoise au crochet, donc toute la Bretagne, enfin tout le Nord-Loire, le nord-ouest de la France, et le Grand Est en gros, plus certaines zones un peu ponctuelles. Euh, et vous allez avoir besoin d'une tenaille ou en tout cas d'une pince multiprise pour tordre le crochet à 90 degrés. Ensuite, vous avez besoin de ce qu'on appelle une langue de chat, une truelle. Enfin, il y a plusieurs possibilités pour tirer l'ardoise et surtout pour pouvoir replacer une ardoise neuve à la place. Euh, Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui est pas très compliqué à faire. Vous avez aussi des vidéos sur YouTube qui vous le montrent très bien. Donc, n'hésitez pas à rechercher remplacement d'ardoise, repiquage d'ardoise sur YouTube. Ça, c'est possible. C'est quelque chose qu'on voit en formation. Mais voilà, là, sans petite vidéo à l'appui, on va pas rentrer plus dans le détail que ça. En tout cas, je vous invite plutôt à remplacer le matériau en partie courante, c'est-à-dire la partie courante, c'est la partie principale du toit, c'est-à-dire que c'est en plein milieu du toit, en haut ou en bas de pente, peu importe, mais on ne parle pas d'une rive, donc un côté du toit, on ne parle pas de l'égout, c'est-à-dire la bande de matériaux qui se situe juste après la gouttière, et on ne parle pas non plus du faîtage, donc en partie haute du toit. Là, c'est des zones un peu spécifiques qui peuvent demander un peu plus de technicité, c'est-à-dire de la taille du matériau, soit dans la hauteur du matériau, soit dans la largeur. Donc là, ça peut être un petit peu plus technique. Ok. Ensuite, vous avez un autre cas de figure Je te interromps qui est valable rapidement. pour la tuile, puisque sur la tuile, vous avez deux pathologies courantes. Et ça, il faut comprendre la nature des matériaux, c'est-à-dire qu'en fait, l'ardoise naturelle, vous êtes sur de la pierre. Donc, ça peut tenir des siècles, hein, ça, il n'y a aucun souci. Quand j'avais posé la question à mon formateur, lorsque je me suis reconverti en région nantaise, était compagnon, sa réponse sur la durée de vie de l'ardoise, c'était que lui, il en avait déposé une dont la date était inscrite dessous, puisque c'est le cas de temps en temps sur des monuments historiques, sur un château, qui était gravé 1850. Il l'a reposée parce qu'elle était bonne. Voilà, il faut vraiment comprendre un peu la nature du matériau pour comprendre un peu la durée de vie possible, maximale du matériau. Sur la tuile, c'est différent. On est sur de la terre cuite, donc la terre cuite va finir par s'éroder, par s'effriter. C'est dépendant de la qualité de la cuisson, etc., de paramètres sur lesquels on a relativement peu de poids, quoi. Ce que vous voyez sur la photo de gauche, c'est une tuile qui a commencé à geler, qui commence à se descamer. C'est-à-dire qu'en fait, la partie de surface va s'effriter et va partir glisser tout simplement et va terminer dans votre gouttière.
Donc ça déjà, un petit point intéressant, petite astuce, c'est que quand vous faites un entretien et que vous nettoyez votre gouttière notamment, que vous voyez et que vous êtes sur la tuile, si vous voyez des bouts de tuile ou des bouts d'ardoise, de toute façon c'est valable aussi, méfiance, ça veut dire que ça vient forcément de plus haut sur votre toit et donc vous commencez à avoir des pathologies et des signes d'usure qui apparaissent. Euh, donc ça mérite une inspection assez importante de votre toit quand même, en fonction de l'ampleur du gel sur vos tuiles. Ça veut dire qu'elles vont commencer vraiment à avoir de la porosité, de l'eau qui traverse, ou alors carrément des trous, hein, des percements, et donc des fuites dans les années à venir. Donc ça, méfiance, il faut remplacer, et en fonction de la zone, c'est plus ou moins facile, c'est-à-dire qu'en partie courante, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'outils si ce n'est les échelles. Il faut simplement lever les tuiles, enlever la tuile gelée et puis repiquer, donc remplacer la tuile par une tuile exactement du même format et neuve. Mais ça, c'est possible et en partie un peu maçonné, on en reparlera tout à l'heure, c'est un peu plus technique, mais c'est faisable également. Là, en l'occurrence, c'est des tuiles de faitage sur la photo de gauche. Sur la photo de droite, alors désolé, c'est un petit peu flou parce que j'ai voulu zoomer pour qu'on voit bien. En fait, c'est une tuile inspectée depuis les combles. Et en fait, les traces blanches que vous avez sous la tuile, ça, c'est un signe de porosité de la tuile. Donc ça, vous l'avez sur la tuile en terre cuite, classique, peu importe la couleur, hein, elle peut être marron, elle peut être rouge, elle peut être avec des nuances, etc. C'est aussi valable sur la tuile béton. Et en fait, le phénomène que vous voyez sous la tuile ici, et on le retrouve d'ailleurs aussi sous la charpente, euh, sur les lithos, notamment un petit peu sur les chevrons, mais surtout sur les lithos, le dépôt un peu blanchâtre. En fait, c'est la même chose que du salpêtre, si vous voulez. C'est des sels minéraux. C'est-à-dire que la tuile reste engorgée d'eau plus longtemps. À partir du moment où elle va commencer à évacuer quand même cette eau, elle va sécher à un moment donné avec le soleil. Elle va sécher des deux côtés. Et en fait, en sous-face, on va voir les sels minéraux apparaître. L'eau va s'évaporer, mais les sels minéraux vont rester. Et donc, c'est ça qui montre le signe de porosité sous la tuile. Vous pouvez aussi avoir des traces carrément de coulure, mais en général, le signe principal, c'est plutôt un blanchissement sous la tuile. Voilà, donc ça, quand vous avez une porosité générale sur la tuile, en général, c'est signe que votre toiture commence vraiment à être fatiguée et il faut se poser la question d'un remplacement plus global. En tout cas, ça mérite une inspection importante. Ok. Je me Voilà permets un de petit te peu. couper, Fabien? Ouais, vas-y, bien sûr, Evie, n'hésite pas. Super. Donc, juste comme tu mentionnais les ardoises et les tuiles mécaniques, entre autres, ben, sans grosse surprise, c'est ce type de toiture qu'on a retrouvé le plus dans les commentaires. Donc, ardoise, 32% d'entre vous. Les tuiles mécaniques, c'était 26%. Et après, à peu près la même chose pour. Enfin, ouais, c'est équivalent pour les tuiles canal, les tuiles plates et les zinc et bac acier, etc. Voilà, Ok. c'était pour te faire une petite respiration aussi, pour que tu puisses reprendre un peu ton souffle. Et puis, je vais poser une question dans le chat. Ouais. Si vous avez fait bien attention à ce qu'a dit Fabien, qu'est-ce que la partie courante du toit? Voilà, si vous voulez, vous pouvez répondre dans le chat. Et puis, Fabien, je te laisse continuer. Yes. Alors, normalement, j'ai une petite option. Je vais juste quitter la partie diapo. J'ai vu hier que j'avais un truc pas mal. C'est que normalement, je peux afficher le curseur. Hum... Merde, j'aurais dû me le noter. Ouais, et je crois qu'ils font des choses maintenant où tu peux le voir, tu peux faire des tracés Ouais, sur l'écran. Ouais, j'ai pas envie de faire de conneries, pardon. Je le remets, tant pis. Je le remets sans afficher le curseur. C'était pour vous expliquer un petit peu les différentes zones du toit, mais je vais le faire oralement. Vous allez comprendre un petit peu. Donc là, le but, c'est pas que vous appreniez par cœur la terminologie de couverture. On s'en fiche clairement. Par contre, ce qui est important, c'est que si vous sentez que vous avez besoin de faire intervenir un couvreur, si vous avez déjà le bon vocabulaire, ça va grandement faciliter les échanges, la détection, la qualité de la détection d'une fuite, par exemple. Et puis même voilà, le professionnel que vous allez avoir en face de vous va comprendre qu'il y a un minimum de connaissances et que globalement, il peut parler sérieusement en tant que professionnel et pas être obligé de forcément tout vulgariser, etc. Donc voilà. En gros, donc les trois premiers points et trois premières zones à connaître. Donc là, cette slide-là, c'est ce que j'appelle moi les nids à fuite, c'est-à-dire c'est les endroits où on intervient tout le temps en tant que couvreur, parce que c'est des zones sensibles, assez techniques, où il y a très régulièrement des fuites.
qui sont plus ou moins graves, plus ou moins importantes, plus ou moins résolvables facilement et à moindre coût ou pas. Mais voilà. Les trois premiers points, donc les gouttières, chez nous, c'est la même chose, mais c'est encaissé entre deux toitures ou sur une corniche, mais en gros, ça canalise l'eau. Les descentes de gouttières, donc c'est les tuyaux qui amènent l'eau de la gouttière jusqu'au sol. Et les nous, donc les nous, c'est un angle rentrant du toit, vous l'avez sur l'illustration en haut à droite, qui va aussi canaliser beaucoup d'eau. Ces zones-là, de fait, un peu comme le bas de pente dont je parlais tout à l'heure, c'est des zones qui sont assez sensibles parce qu'en fait, vu les quantités d'eau qui passent dans ces zones-là, il faut vraiment faire attention, notamment à l'entretien. Et l'entretien est pas très compliqué en fait. Il faut surtout enlever les feuilles et tout ce qui peut obstruer les gouttières. Les gouttières, les nous, les descentes, enfin bref, tout ce qui canalise l'eau. Euh, Il faut notamment être vigilant quand on commence justement à avoir des tuiles gélives ou des ardoises qui commencent à se dégrader. Parce qu'en fait, les petits débris de tuiles ou d'ardoises, ça va venir boucher plus rapidement ces zones-là. Et ça, c'est important parce que sinon, ça va venir flinguer votre zinguerie. Et la zinguerie coûte quand même relativement cher à reprendre. Il peut y avoir quelques réparations possibles dans certains cas, mais parfois la dégradation va trop loin. Ça va aussi surcharger en poids, notamment les gouttières. Les gouttières sont très sensibles au, au poids. Et donc voilà, ça va impliquer des contrepentes, ça va impliquer de la stagnation d'eau, de neige en fonction de la région, etc., etc. Ça va déformer les gouttières et au final, vous allez devoir reprendre votre zinguerie. Donc, grosse méfiance sur l'entretien de ces zones-là. Ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez une autre catégorie, c'est arrêtier et fêtage. Donc, le fêtage, c'est le sommet du toit, ça, c'est pas trop compliqué. Et arrêtier, vous le voyez tout en haut à droite de l'illustration. En gros, c'est un angle sortant du toit. C'est une arête, quoi, un peu, tout simplement. Et ça, c'est des zones sensibles aussi, parce que les techniques d'étanchéité, comment dire, les techniques courantes sont pas toujours parfaites et sont acceptées en couverture. C'est-à-dire que, par exemple, sur de l'ardoise, sur du monument historique, les ardoises vont être jointives, mais vous n'avez pas de zinc dessous qui vient faire une étanchéité parfaite. Donc, vous pouvez avoir une légère infiltration, etc. C'est la même chose en Bretagne, par exemple, sur du fêtage, qu'on appelle en pose à lignoler, c'est-à-dire que vous avez l'ardoise qui vient au fêtage, vous n'avez pas de zinc du tout au fêtage, ni d'autres, ni de terre cuite, ni de fêtière en terre cuite, etc. Vous avez simplement une ardoise qui dépasse, côté vent dominant, de 5 centimètres du toit. Et l'autre ardoise, côté, donc sur l'autre rampant, qui doit être le plus collé possible à cette ardoise-là. Mais vous voyez qu'en fait, là, par capillarité, il y a un petit peu d'eau qui peut quand même s'infiltrer dans cette zone-là. Et ça, c'est des techniques qui sont historiques, qui sont acceptées, qui vont pas causer forcément de pathologies fortes, mais on n'est pas forcément sur en fonction de la finition que vous avez sur des arrêtiers, sur vos arrêtiers, sur vos fêtages, vous n'aurez pas toujours une étanchéité parfaite. Donc il faut le savoir et ça fait partie des zones à surveiller parce que pour le coup, il faut absolument pas laisser la charpente se dégrader dans ces zones-là, puisque c'est des zones de charpente qui sont là pour le coup techniques et chères à reprendre pour la partie charpente. Voilà. Aussi pour la partie couverture, mais bon, il y a des techniques en couverture qui peuvent permettre de limiter la casse en termes de coût. C'est beaucoup moins vrai sur la partie charpente, parce que ça implique une dépose notamment de la couverture sur ces zones-là importantes. Bon, les rives, c'est les côtés des toits, ça c'est des zones assez sensibles et je dirais même que il faut grandement se méfier lorsque vous avez des tuiles de rive universelles. Alors je suis désolé, j'ai pas mis d'illustration de ça, mais c'est des tuiles qui viennent se poser sur le côté du toit, qui viennent faire une finition tout simplement et qui sont formées en L inversée, quoi, qui descendent le long du chevron et qui recouvrent une partie du toit. Ça, grande méfiance parce qu'en fait, l'étanchéité se fait soit par un mortier, soit par des couloirs en zinc. Le mortier finit toujours par craquer à un moment donné avec le travail de la naturel de la charpente hein, au fil du temps. Donc c'est une zone à surveiller. Et les couloirs zinc sont pas toujours bien faits quand ils sont présents, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin bref, c'est des zones qui peuvent concentrer aussi un petit peu d'eau et créer des problèmes quand il y a des défauts de conception. Ça, c'est assez courant. Vous avez aussi les lucarnes. Donc, les lucarnes, c'est ce qu'on appelle couramment des chiens scies, des chiens debout, des capucines. Enfin, il y en a plein de sortes différentes. C'est en gros une fenêtre verticale qui sort de votre toit, qui va impliquer d'avoir une noue de chaque côté en haut. Enfin, bref, voilà. C'est du spécifique qui coûte cher. C'est des zones à surveiller. Ça fait un petit fêtage au-dessus de la lucarne. Enfin, voilà.
Les entourages de cheminée, comme les entourages de Velux, c'est aussi des zones à surveiller, puisqu'en fait, elles viennent dévier l'eau. Donc, il y a un endroit où l'eau va se canaliser au-dessus de la cheminée et au-dessus du Velux notamment, mais également sur les côtés. Voilà. Et sur les côtés des Velux, particulièrement, je vous mets en garde, puisqu'une cheminée est en général située en haute pente. Donc là, ça pose un peu moins de soucis en termes de quantité d'eau. Quand vous avez une cheminée en bas de pente, méfiance du coup. Et c'est la même chose pour les Velux, mais les Velux sont rarement en haute pente pour le coup, ou en tout cas rarement tout en haut. Et donc là, veillez à bien entretenir les côtés des Velux. C'est possible de l'intérieur pour le coup. Un le Velux, c'est facile de l'ouvrir, de le retourner complètement, déjà pour nettoyer les carreaux, etc., mais aussi pour dégager les feuilles que vous avez sur les côtés. Il y a beaucoup d'interventions quand même en tant que couvreur professionnel ou c'est simplement ça, hein. Et c'est simplement enlever et nettoyer ces zones-là. Et pour le coup, sur les Velux, sans monter sur le toit, vous avez une possibilité de le faire de l'intérieur, donc n'hésitez pas à le faire. Ça vous permet aussi d'inspecter le toit facilement. Ça, c'est un petit conseil, ça coûte pas cher. Ça prend 10 minutes une fois par an, et puis au moins, vous serez un peu plus serein. Le solin, c'est aussi souvent un- une partie qui fait défaut. Donc le solin, c'est la partie maçonnerie. Donc j'ai mis l'illustration pour le coup sur la droite. C'est la partie maçonnerie qui vient au-dessus du zinc ou directement en contact des matériaux de couverture. Voilà. Alors, quelques petits défauts qui peuvent plus ou moins être réparés facilement à moindre coût par vous-même ou pas. Alors déjà, ça c'est un truc qui est facile à détecter, c'est des défauts sur la zinguerie. En fait, c'est pas compliqué. Sur la zinguerie, vous allez avoir une trace verte ou noire tout de suite quand vous avez des fuites. Vous l'avez sous les gouttières au niveau des soudures, c'est-à-dire que vous verrez sur les gouttières sont en longueur de 4 mètres quand on les achète et quand on les pose. Donc, il peut y avoir une coupe de temps en temps, mais il n'y en a quand même pas souvent. Et en fait, vous voyez les jonctions, hein, vous voyez il y a deux matériaux qui viennent se recouvrir. Ça veut dire que à l'intérieur de la gouttière, vous avez une soudure. Ces soudures peuvent lâcher, notamment s'il n'y a pas eu de dilatation de fait correctement. Donc, la soudure peut lâcher. C'est pas censé le faire, mais ça peut. Donc, à cet endroit-là, vous aurez une coulure verte sous la gouttière avec un goutte à goutte si vous mettez sous la gouttière ou vous inspectez tout simplement la gouttière par temps de pluie, vous allez le voir assez facilement. Euh, Vous avez aussi donc les descentes, donc illustrées sur les différentes photos là que vous avez sous les yeux, qui vont verdir. Alors à gauche, un exemple extrême, hein, elle est complètement flinguée celle-ci. Euh, mais en fait, là où vous allez avoir la pathologie, en général, c'est un peu plus caché. C'est-à-dire que la soudure qui est présente sur les tuyaux de descente de gouttière qu'on achète, en fait, on essaye de le cacher pour des questions esthétiques. Donc, elle est toujours mise sur l'arrière contre le mur. Et en fait, vous pouvez avoir soit de la friction avec le mur, soit de la friction avec les colliers de maintien, soit des centres de gouttière bouchées. Tout ça peut provoquer l'éclatement, une fuite au niveau des coudes, etc. Enfin bref. Et donc, en fait, cherchez plutôt des traces vertes ou noires, mais plutôt à l'arrière, plutôt contre le mur ou à l'arrière de la gouttière, à l'arrière de la zinguerie. C'est ça qui vous donnera une indication si vous avez une fuite au niveau de votre descente de gouttière. Donc ça, c'est facile, hein. Vous faites vraiment le tour de votre maison. Pareil, ça vous prend 10 minutes tout à l'heure et vous aurez vos réponses sur est-ce que vous avez des fuites à cet endroit-là. Euh, Si vous devez réparer vous-même et mettre un patch, un scotch de réparation provisoire en attendant l'intervention d'un couvreur pour remplacer éventuellement une descente ou une gouttière, évitez le bricolage que vous voyez sur les photos de droite. Parce qu'en fait, si vous mettez des scotch à l'extérieur, ça ne sert à rien. Alors, en l'occurrence, sur un tuyau de descente, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas le mettre à l'intérieur, puisque vous avez pas d'accès. Mais en fait, un tuyau de descente, quand il est percé, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de bonnes solutions, il faut le remplacer. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que ça coûte pas très cher. Parce que vous pouvez remplacer le tuyau de descente indépendamment de la gouttière. C'est grand maximum une demi-journée de travail de couverture. Le zinc, pour de la descente, ça coûte pas si cher, donc n'hésitez pas à le faire, hein. Pour quelques centaines d'euros. Enfin, vous n'allez pas chercher à 1000 euros pour remplacer une descente de gouttière, hein. Même pas 500 euros, quoi. Pour entre 2 et 350 euros, vous avez remplacé votre gouttière, sauf cas très très particulier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est signe de bon entretien également. Bon, bah ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, tout ce qui est évacuation et nettoyage des zones où vous avez beaucoup d'eau, ça va éviter des pathologies futures.
Euh, Là, je vous donne une petite astuce si vous avez une fuite au niveau d'une naissance. Donc la naissance, c'est le petit manchon de zinc qui est soudé à la gouttière et qui vient se jeter dans les coudes de de la descente le tuyau de descente. Voilà, donc c'est ce que vous voyez sur la photo à gauche. Euh, Ça, il y a une possibilité de réparation sans soudure qui marche très très bien. C'est ce que vous voyez sur la droite, c'est ce qu'on appelle une naissance agrafable. Donc ça vaut une quinzaine d'euros chez n'importe quel marchand de matériaux du bâtiment. Et en fait, cette naissance va simplement venir s'agrafer dans l'ourlet et il faudra replier une petite patte à l'arrière pour fixer définitivement la naissance euh, à la gouttière. Et donc ça, pour le faire, vous desserrez les colliers de la descente, vous déposez la descente. Donc voilà, la descente va s'emboîter à un moment donné. Vous allez voir, il y a un petit peu de jeu en général. Vous allez donc pouvoir l'enlever et vous remettez simplement une naissance agrafable comme celle-ci. Et puis, bah voilà, c'est ce que je mets un petit peu sur la slide. 15 euros, 1 heure et demie plus tard, vous avez supprimé votre fuite et vous n'avez pas eu besoin de faire appel à un couvreur, vous n'avez pas eu besoin voilà, de faire un devis, etc. C'est quelque chose de relativement simple pour un particulier. Il y a très peu de modifications à faire. Quand c'est le cas de figure présent sur la photo de gauche, hein. Si c'est des trous de gouttière en plein milieu, c'est autre chose. C'est plutôt un scotch de réparation par l'intérieur, mais on pourra en reparler. Bon, voilà quelques petits exemples autres. Donc là, on est sur des entourages de cheminée plutôt, donc sur la partie Solin, qui peut. Donc les deux sont fuyards, hein, c'est-à-dire que les deux provoquaient des fuites. Euh, et d'ailleurs à gauche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas toujours celui-ci qui va le plus fuir. C'est vraiment au cas par cas, en fonction de la situation de la cheminée, notamment si elle est en haute pente et en bas de pente. Voilà, puisque sur la photo de gauche, vous avez quand même un plomb qui est situé sous la partie mortier qui est éclatée. Mais évidemment, dans ces deux cas de figure, il faut penser sérieusement à faire quelque chose et à les remplacer. Il y a plusieurs manières de le faire. La manière la plus correcte de le faire, c'est celle-ci, c'est-à-dire que en fait, vous avez toute une partie zinguerie qui est indépendante de la cheminée. Alors, pour expliquer simplement. Le solin, donc la partie mortier qui est sur la brique, donc qui est tout en haut de la photo. Il doit adhérer donc à l'entourage de la cheminée. Et dessous, vous avez la bande porte-solin qui, elle, est indépendante du zinc, de la plage de zinc qui se situe dessous. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les jeux de dilatation, de travail de la charpente, etc., vont pas éclater le solin, justement. Le solin, il est lié à la cheminée avec sa bande porte-solin. Et la partie zinguerie dessous, elle est liée à la couverture, mais en aucun cas, il y a une soudure entre ces deux parties-là pour permettre la libre dilatation des matériaux et le travail de la charpente sans tout abîmer. Et l'avantage de cette technique-là, qui est la manière de faire la plus correcte, c'est que vous avez possibilité de remplacer euh, correctement une ardoise ou une tuile qui serait cassée juste sous la cheminée, par exemple. Parce que vous avez un ramoneur qui est monté sans trop prendre de précautions et qui a marché au mauvais endroit et qui a pété une ardoise ou une tuile à cet endroit-là. C'est pour éviter, par exemple, je reviens un petit peu en arrière rapidement, c'est pour éviter, voilà, la photo tout à droite ici, clairement, là, on est juste en dessous d'une cheminée et il y a eu un problème à un moment donné avec une intervention ou alors la charpente a trop travaillé et vu que le solin est fait en ciment qui est trop rigide, qui est inadapté en couverture, tout comme dans le bâti ancien en règle générale dans la plupart des cas, bah là finalement c'est le matériau de couverture qui a cédé. Euh, donc voilà, donc ça c'est plutôt un exemple de moins bonne pratique, on va dire, que ce qui peut être fait habituellement. Donc voilà un petit peu pour la partie fluide, astuce. Il y en a évidemment plein d'autres, hein. Je vais vous en donner d'autres dans la partie questions. Euh, Deuxième thématique, donc la sécurité. Je sais qu'il y a beaucoup d'appréhension pour monter sur un toit. Et c'est bien, c'est même plutôt ça. Moi, je préfère des personnes qui montent sur un toit avec de l'appréhension plutôt que des têtes brûlées qui vont avoir tendance à marcher rapidement, voire trottiner sur un toit ou mettre les pieds un peu n'importe où sans se préoccuper de la chute parce que ils ont pas
ou peu cette appréhension-là, ou ils veulent pas le montrer en tout cas. Voilà. Eh ben, écoute, Euh, je profite de la transition pour faire suivre yes. un petit sondage, Fabien. Ouais. Justement sur comment estimez-vous votre capacité à, enfin plutôt autrement, quelle est l'étape avec laquelle vous êtes le moins à l'aise? Est-ce que ça va être grimper à l'échelle jusqu'au bord du toit? Est-ce que c'est le fameux transfert entre l'échelle et le toit? Est-ce que c'est le déplacement sur le toit? Ou est-ce que c'est la redescente? Parce qu'évidemment, comme tout bon chat de gouttière qui se respecte, grimper à l'arbre, c'est une chose, mais redescendre, c'en est une autre. Donc n'hésitez pas à remplir un petit peu le sondage. Et puis, pour le reste, il y a quelques questions qui sont déjà tombées dans les commentaires. Et ce qu'on va faire, c'est on les reprendra vers la fin si ça ne vous dérange pas. Comme ça, Fabien peut dérouler tranquillement sa présentation. Et puis faites-nous un petit émoticône pour nous dire ce que vous en pensez jusque-là. Est-ce que ça a été utile sur la partie détecter les risques de fuite et puis les points un petit peu sensibles. N'hésitez pas à faire suivre vos commentaires ou en tout cas vos réactions. Super. Ah Fabien, c'est génial, c'est génial. Eh ben c'est à toi Fabien, je te laisse continuer. Yes, cool, merci. Euh, je suis très curieux de voir justement les résultats de ce sondage sur la partie appréhension. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Euh, Le bon, transfert est en tête hein, pour l'instant. Transfert échelle-toi et pour l'instant. transfert, ça m'étonne pas et c'est assez normal. Ok. Alors contrairement à cette fameuse réplique de la haine, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Alors là, on va pas du tout se prévenir contre l'atterrissage, hein. Le but c'est pas de, en tout cas en formation, on va pas voir comment atterrir quand on fait une chute d'un toit, que ce soit de un toit de 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres ou 15 mètres, hein, parce que le but c'est plutôt d'éviter la chute, hein. Donc ça c'était plus pour la petite blague. Euh, Ce qui est le plus dangereux en chantier, et d'ailleurs il y a beaucoup de pratiques qui sont faites, enfin qui sont courantes, je dirais, en phase chantier et qui sont interdites. En fait, il est interdit de travailler sur une échelle de pied. Pas une échelle de plate installée sur le toit, hein, une échelle qui est donc posée du sol jusqu'à la gouttière. Donc ça déjà c'est interdit. Ce qui est, en fait c'est interdit pour une bonne raison, c'est que c'est la zone de danger principale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, c'est rarement une fois qu'on est sur le toit qu'il y a le plus de risques de chute. Je dis pas qu'il n'y a pas de risque, le risque zéro de toute façon n'existe pas. Mais voilà, il faut avoir ça en tête. Il faut surtout s'en prémunir, puisque il y a quand même pas mal de possibilités de renforcer la sécurité d'une échelle qui part de votre sol qui est plus ou moins régulier jusqu'à votre gouttière qui est normalement à peu près droite. Euh, Il y a pas mal d'a priori aussi et de techniques qui sont évoquées. Enfin, moi, en tout cas, j'entends beaucoup ça de la part des particuliers sur est-ce que tu t'attaches sur un toit? Enfin, comment est-ce que tu t'attaches, etc. C'est pour ça que j'ai mis une petite incursion sur le. Avez-vous déjà vu un couvreur avec un harnais? C'est pas un sondage qu'on va forcément faire, enfin, sauf si tu veux le faire vite fait, Gauthier. Mais moi, perso, j'ai jamais vu, et j'ai travaillé quand même dans pas mal d'entreprises en tant que salarié, et puis maintenant en tant qu'artisan à mon compte, et en me baladant dans plusieurs secteurs de France, j'ai jamais vu de coureur avec un harnais pour l'instant. Je dis pas que ça n'existe pas, évidemment. Dès qu'on va accéder à des immeubles, notamment pour l'inspection, on va avoir besoin de se balader longuement en voiture, etc. Il y a un intérêt à s'harnacher. Je dis pas que qu'il faut pas forcément. Je dis pas qu'il faut ne jamais le faire. Mais en fait, c'est pas la technique de sécurité la plus courante, en fait. Et là, je vous mets un exemple aussi un peu photo, assez cocasse, je trouve, puisque donc là, j'étais sur un site qui vend des formations sécurité. Ils vont être complètement à l'inverse de ce que je vais montrer moi en formation via le réseau Twiza, puisque moi je vais me montrer des situations réelles en chantier. Là, vous avez deux ouvriers certainement d'une société, euh, je suppose, de au moins plus de 15 salariés, puisque plus vous avez une norme de sécurité et plus vous avez une grosse boîte en général, plus vous êtes forcé à augmenter les normes de sécurité. Et là, vous avez un truc qui paraît quand même relativement surfait. C'est-à-dire que je dis pas qu'il n'y a pas un risque de chute et le bâtiment est probablement extrêmement haut.
mais une intervention sur un climatiseur à 4 mètres d'un débord de toit, avec un harnais, etc. Bon, bah, c'est très chouette le harnais, mais globalement, vous avez plus de chances de vous blesser en vous prenant le fil dans le harnais du copain ou en vous prenant dans le bloc lesté au milieu ou dans les outils qui traîneraient sur le toit. C'est beaucoup plus accidentogène que le risque de chute sur une intervention comme ça à une telle distance de sécurité du débord de toit. Bon, voilà. Donc, il faut un petit peu remettre les choses dans le contexte, en tout cas, et pas faire n'importe quoi. Euh, Sachant que de toute façon, le harnais, prenez comme référence de l'escalade. Si vous montez en tête en escalade, avant d'accrocher votre harnais, il faut que vous montiez sans cette sécurité-là. C'est-à-dire que vous allez pas accrocher votre harnais en partie basse, vous l'accrochez en partie haute d'un toit, puisque vous allez avoir besoin d'intervenir sur différentes parties. Et donc vous l'accrochez en partie haute avec un calcul de longe, etc. Mais bref, il faut que vous arriviez justement à faire déjà cette première étape sur laquelle on travaille nous en formation, qui est installer correctement son échelle de pied, l'amarrer en tête si besoin, la caler en pied si besoin, l'amarrer en pied si besoin, et surtout bien la tester. Bien la tester avec un bon angle d'inclinaison, etc. Et faire un autre sujet sécurité qui est un peu haute, qui est pas le risque de chute, mais tout ce qui est TMS, troubles musculo-squelettiques, et pathologies liées à de mauvaises manipulations, hein. Des échelles, c'est vite très lourd, très encombrant. Donc voilà, il y a des techniques pour déplacer les échelles sans se faire mal, sans se la prendre sur la tête, sans la mettre sur la tête du copain, etc. Encore une fois, le risque est plus important, surtout sur un chantier fait par un autoconstructeur. Euh, ces risques-là sont en général plus courants que le risque de chute, voilà, qui n'est pas inexistant, mais quand même. Euh, Quelques petits exemples aussi de mauvaises pratiques. Euh, et encore une fois, pour remettre les choses dans leur contexte, vous pouvez vous dire je vais vers les meilleures pratiques et quand même faire des erreurs. Un échafaudage, c'est clairement la pratique recommandée. C'est ce qui met le plus en sécurité, c'est le dispositif anti-chute collectif sur un chantier de couverture par excellence. Et non pas le harnais, justement, qui est un dispositif individuel qui implique plus de risques que de l'échafaudage. Mais bon, si vous faites un échafaudage comme ce qui a été fait au Touquet là, en 2024, hein, c'est une photo réelle, ça c'est ce que vous voyez sur la photo. Donc voilà, l'échafaudage est étayé dans tous les sens, il est câblé pour éviter que tout se pète la gueule sur ce qu'il y a dessous. Je sais pas exactement ce qu'il y a dessous. Et vous avez des alpinistes qui ont fait une intervention sur je ne sais combien de semaines pour démonter élément par élément et sécuriser cet échafaudage qui est bien mal en point. Et encore, il n'est pas tombé. Parce qu'en général, euh, voilà. Je pensais Et que, excuse-moi, je pensais qu'ils avaient construit l'immeuble pour accéder à l'échafaudage, en fait. C'est pas ça, du coup. non, 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 là, ils ont mis un échafaudage et il y a eu comme qui dirait un petit souci. Et donc le truc s'est complètement vrillé, quoi. Donc, non, 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 c'est vraiment un accident d'échafaudage qui aurait pu être, je pense, très grave. Je sais pas s'il y a eu des blessés, je suis pas trop rentré dans le détail, c'était pour avoir un visuel. Mais ouais, non, non, c'est un échafaudage qui a failli s'éclater par terre, quoi. Il a été retenu probablement par un ou deux points d'ancrage en partie haute, quoi. Et en partie centrale, il manquait, enfin, c'est sûr il manque de l'ancrage. Il manquait de l'amarrage sur cet échafaudage, quoi, clairement. Bon. Ou alors il y a eu un défaut d'un élément, mais j'y crois moins. En général, c'est plutôt un défaut d'installation. Euh, Pareil, méfiez-vous aussi un petit peu de. Alors, je sais pas si tu as les réponses au sondage, Gauthier, du coup, j'ai pas vu passer vu que je suis sur la présentation. Pardon, pardon, oui, Juste bien par sûr, je ne veux curiosité. pas t'interrompre. Alors, bon, les réponses, ce que je vois aussi dans les commentaires, c'est que vous avez dû choisir difficilement entre les choses qui vous faisaient le plus peur, parce que c'est sûr on a tous des appréhensions sur tous ces Hmm. points-là. En tous les cas, on a 17 d'entre vous qui avaient répondu le transfert, donc passer de l'échelle au toit. On a la redescente pour 15 d'entre vous et 11 le déplacement sur le toit. Et la montée, apparemment, voilà, c'est pas ce qui inquiète le plus pour... Ok. Eh ben, c'est en général la montée qui est la plus dangereuse. Ah bah, tu Donc vois. c'est hyper intéressant en fait. C'est hyper intéressant. Parce que en fait, les moments où on a plus d'appréhension, notamment basculer sur le toit en montant et en descendant, déjà c'est des moments où on est très très lent, très très concentré.
Ce qui est pas du tout le cas sur les montées, descendre à une échelle. On le fait tous plus ou moins régulièrement dans notre quotidien, mais c'est là où on se méfie moins et c'est là où c'est le plus dangereux. Euh, en général, le plus dangereux, c'est quand même plutôt. Donc, s'il y a quand même une obligation de travailler à un moment donné sur une échelle, il peut y avoir quelques interventions à faire de l'échelle parfois. Il n'y a pas trop le choix, malheureusement. Donc, ça, c'est évidemment assez dangereux. Et puis, l'autre partie, c'est descendre fatigué en fin de journée avec plein d'outils dans les mains. Rapidement, ça clairement, il n'y a rien de tel pour se prendre une gamelle de fin de journée et mal terminer sa journée. Méfiez-vous aussi des échelles qui sortent du fond de la grange, hein. Clairement, faites pas n'importe quoi avec les échelles quand même. Je dis pas que moi, toutes mes échelles plates, je les ai fabriquées moi-même. Euh, Ça, c'est possible de les faire sérieusement. Et à moindre coût, hein, vous allez économiser quand même quelques centaines d'euros rapidement. Euh, mais faites pas non plus n'importe quoi là-dessus. Tout ce qui est échelle de pied, franchement, une échelle en alu à coulisses, vous en prenez une qui est en bon état sur le bon coin. Vous allez vous en servir toute votre vie. Et ça, c'est un investissement qui vaut le coup. Les échelles plates, bon, ça se voit. Est-ce que vous voulez acheter du neuf? Est-ce que vous achetez sur le bon coin, mais dans un état correct? Ou est-ce que vous les fabriquez vous-même? C'est aussi une possibilité. Je me permets Pareil, d'intervenir, encore une fois, excuse-moi Fabien. vas-y. Il y a certains d'entre vous qui doivent y aller, donc je vous informe juste que vous pourrez voir le replay. J'ai mis le lien pour le replay. Donc voilà, si vous devez y aller, n'hésitez pas à copier ce lien ou à vous le mettre dans vos favoris. C'est le lien qui ramène vers tous les replays de conseils de pro qu'on a pu avoir. Et j'ai aussi mis le lien vers la formation de Fabien, dont on n'a pas vraiment parlé pour l'instant. Donc si jusque-là, ce que vous avez entendu vous intéresse et si vous avez besoin justement d'en savoir plus sur comment repiquer les tuiles de votre toit ou comment reprendre certains éléments de celui-ci, ce sera le vendredi 16 et le samedi 17 mai 2026 à Ourou en Morvan. Et voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour avoir plus d'informations. Et surtout, si par exemple vous n'êtes pas géographiquement dans la zone. N'hésitez pas non plus à cliquer sur demander des informations, parce que nous, ça nous met dans dans notre base de données. Et si on a d'autres formations qui ressemblent et qui peuvent vous intéresser, ça nous permet de vous recontacter. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre formation, n'hésitez pas à le manifester. Voilà, c'était le petit encart promotionnel et tu peux reprendre Fabien si tu veux bien. Non, mais tu fais bien en plus parce qu'en effet, là pour l'instant, l'idée c'est de pouvoir faire les premières formations chez moi au moulin parce que je peux installer des maquettes, je peux installer des choses assez chouettes pour apprendre. Mais il y a peut-être d'autres possibilités de lieux et de déplacement dans certains cas en fonction de la demande et des zones géographiques, quoi. Si tout le monde est dans le sud-est, bon, bah, peut-être qu'il faut aller faire une formation dans le sud-est. Bref, c'est mis à part et désolé d'être un peu bavard et long. Les questions arrivent juste après celle-ci, je crois. Enfin, deux, trois slides là. Euh, Échelle sécurisée, vous avez pas mal de choses qui sont vendues dans le commerce, euh, qui sont pas toujours adaptées. Enfin, vous voyez le super escabeau de gauche, là, ils font la même chose pour des échelles. Bon, bah, ok, c'est plus pour travailler en peinture, quoi, en couverture. Globalement, vous avez une échelle classique et vous n'avez pas forcément cette possibilité de rajouter des pieds dans tous les sens, etc. Et puis tous les accessoires complémentaires pour se déporter de la façade, etc. C'est possible, mais faut savoir que ça implique des contraintes de manipulation, en fait. Ça implique un porte-à-faux de l'échelle, etc. Donc c'est plus dur à manipuler. Puis à droite, vous avez une photo assez rigolote aussi, pareil, d'un fabricant d'échelles plates qui vous montre exactement que là, vous installez une échelle plate et vous raccordez un- une longueur d'échelle plate supplémentaire sur un toit qui peut-être le nécessite pas du tout, puisque l'intervenant est juste posé à côté de son échelle plate sur le toit qui a probablement vraiment pas de pente et probablement dans le sud-est de la France. Donc il y a quand même des cas de figure à un moment donné où il faut aussi modérer les dispositifs de sécurité en fonction de la zone d'intervention. Si vous allez au faîtage d'un toit comme ça qui est extrêmement plat, bon, bah en fait, l'échelle plate, clairement, vous allez marcher directement sur les tuiles canal, quoi. Faut juste marcher au bon endroit et puis tout se passera bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Évidemment, vous intervenez pas quand il pleut autant que possible, encore moins quand c'est gelé ou quand il neige. Je dis pas qu'on le fait pas nous, mais ne le faites pas vous. Euh, Quelques bonnes pratiques.
déjà. En fait, ce qui est dur avec la sécurité, c'est que c'est pour ça que je fais la formation sur 2 jours, c'est qu'il y a quand même toute une partie vraiment mise en pratique qui est importante. Parce qu'en fait, tout ce que vous dites en termes d'appréhension, il faut le vivre pour éliminer un petit peu d'appréhension, gagner en confiance en soi et être capable de monter sur son toit ensuite chez soi en fonction des configurations. Parfois, il faut passer au-dessus d'une cave. Parfois, le terrain est complètement en pente. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ça peut rajouter de l'appréhension supplémentaire. Et donc, si vous n'avez pas fait suffisamment d'exercices dans de bonnes conditions avant, vous n'allez pas y aller. Enfin, vous allez vraiment, en tout cas, y aller à reculons et c'est pas bon non plus. Euh, donc, un exemple d'échelle de pied correcte, efficace sur la partie de gauche, vous pouvez avoir à coulisse, c'est-à-dire avec une corde qui vous permet d'étendre l'échelle, ça c'est le top. Et vous avez 4 bonnes pratiques que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure, mais que je réexplique maintenant. Donc, l'arrimage en tête et en pied, donc amarrer, arrimer, enfin, je ne sais pas quel est le bon terme exactement, mais en gros, vous accrochez votre échelle. Donc, vous accrochez votre échelle à un point fixe solide. Donc, ça peut être un chevron de charpente, par exemple. Ça peut être des lithos si vraiment vous êtes coincé. C'est moins costaud, donc c'est à moins privilégié. Pareil, hein, faire un tour de gouttière, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est déjà quand même mieux que rien. Et globalement, c'est pour éviter le basculement latéral ou le soulèvement si jamais vous vous penchez à un moment donné en arrière sur votre échelle et que pour éviter que votre échelle se lève et que vous partiez en arrière. Donc ça, arrimer en tête déjà, ça limite, voire ça coupe tous ces risques-là. Arrimer en pied, c'est pour éviter tout ce qui est glissement plutôt au niveau du pied. Donc là, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Si vous avez un point d'ancrage du style un gond de volet, par exemple, euh, si vous passez au-dessus d'une cave ou n'importe quoi, ou même une descente de gouttière, enfin voilà, n'importe quoi qui peut permettre de faire d'accrocher une sangle ou une corde sans forcément exagérer la tension, c'est simplement pour éviter le glissement, donc ça doit être à peine tendu. Voilà, un calage correct aussi des pieds. Votre échelle doit toujours être posée sur 4 appuis, donc les deux du bas et deux en haut. Voilà, si vous êtes sur 3 appuis, oubliez, vous risquez d'avoir un gros problème à un moment donné et tester l'échelle. On monte pas, on monte jamais sur une échelle, que ce soit sur une échelle plate ou une échelle de pied, bille en tête, je pose l'échelle et je monte les 5 premiers barreaux d'une traite pour accéder à ma toiture. On monte sur le premier barreau, on teste, on l'ancre dans le sol si jamais vous êtes sur un sol un peu meuble, sur un des pieds ou sur les deux pieds. Voilà, on stabilise et on s'assure de la stabilité de l'échelle avant de monter. Donc ça, c'est des astuces qui coûtent rien et qu'il faut vraiment avoir en réflexe. Faites-vous une checklist de ça et voilà, ça va vous rassurer. Notamment si vous avez un facteur de risque supplémentaire dans votre situation. L'échelle de toit, en fait, une échelle de toit, c'est extrêmement fin en fait en termes de dimension. Le bois est très peu épais. Enfin, moi, je l'ai fait avec des lithos ardoises, hein, donc vraiment, c'est pas grand-chose en termes d'épaisseur. C'est 2 cm et demi, quoi, voire du 18 parfois. En fait, ce qui va reprendre la charge, c'est le toit. C'est pas l'échelle en réalité, puisque l'échelle de toit est posée dessus. Donc ouais, il y a un transfert de la masse, de votre propre poids, des outils, etc., des ardoises, des tuiles que vous allez poser sur ces échelles-là, qui explique un petit peu ce faible dimensionnement. Un faible dimensionnement, ça permet aussi justement une manipulation plus facile et moins de risques lors de la manipulation et de la mise en place de cette échelle de toit. Et par exemple, le crochet de fêtage, bon, bah ça, c'est un élément que moi, j'essaie de limiter dans mon usage courant en tant que professionnel. Je préfère plutôt attacher avec un nœud à un chevron plutôt que d'utiliser beaucoup ce crochet de fêtage, puisque ça implique de grandes longueurs d'échelle, ça implique beaucoup de poids, ça peut provoquer de la casse au fêtage, et surtout à la manipulation, c'est quand même pas le truc le plus aisé, on peut vite se blesser, et ce qui limite le chantier quand derrière vous allez le débloquer pendant une semaine. Bref. Mais en tout cas, ça, les bonnes pratiques, c'est échelle en bon état, corde en bon état, puisque vous allez monter sur votre échelle et fixer votre échelle à la corde. Donc voilà, ça c'est un peu les réflexes. Fixer avec un nœud correct. On fait pas n'importe quel nœud parce que ouais, bah, le nœud coulant ça marche ou le nœud simple doublé ça marche. Non, il y a des nœuds qui
qui fonctionne en couverture très très bien, à la fois pour se défaire et se défaire sans abîmer sa corde. Donc ça, c'est quelque chose que je peux pas vous montrer là. Pareil, cherchez sur Internet, sur YouTube, il y a des vidéos de ça. Cherchez des sociétés de couverture qui vous montrent ça, il y en a. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on pratique évidemment en formation. Et encore une fois, on teste d'autant plus l'échelle de toit, parce qu'en fait, l'échelle de toit fixée avec un nœud a besoin d'être en tension. Si le nœud n'est pas en tension, bah, vous allez avoir vite un problème, puisque en fait, quand vous allez monter dessus, l'échelle va glisser de quelques centimètres. Normalement, elle va se mettre en tension, si le nœud a été bien fait. Mais malgré tout, voilà, on prend pas le risque. Mieux vaut que le nœud soit en tension avant de mettre le pied sur l'échelle. Voilà, donc ça, c'est petite astuce pour le basculement, pour monter sur le toit et redescendre du toit. Donc, pour passer de l'échelle de pied à l'échelle de toit, en fait, déjà, il faut bien régler son échelle de pied. C'est-à-dire que, en général, ce qui est confortable à la montée et à la descente, c'est d'avoir un barreau qui dépasse de la gouttière. Pas plus, pas moins. Ça, c'est le bon réglage. Pourquoi? Parce que ça peut permettre d'enjamber. Je sais que certaines personnes sont plus à l'aise avec le fait d'enjamber plutôt que de passer sur le côté de l'échelle pour accéder à son échelle de toit, qui est normalement, qui est pas posée dans l'axe de l'échelle de pied, elle est posée en décalé. Euh, donc certains préfèrent le faire comme ça. Donc un barreau, c'est pas trop s'il y a besoin d'enjamber un petit peu pour basculer de l'autre côté. Euh, Plus le risque, c'est de se mettre en appui sur la partie haute de l'échelle et de faire glisser le pied. C'est un obstacle supplémentaire aussi qui peut être un peu plus gênant, etc. Et moins le risque, c'est qu'à un moment donné, si l'échelle glisse carrément de la gouttière et passe sous la gouttière, bah là, clairement, c'est la chute assurée. Vous avez plus d'échelle sous vos pieds, quoi. Donc, à ne pas faire. Et le fait d'avoir un barreau qui dépasse, ça peut vous permettre aussi de mettre une main, d'avoir un appui quand même suffisamment solide pour cette fameuse étape du basculement. Autre point important, lorsque vous descendez sur une échelle de pied, en fait, on ne met jamais les mains sur les barreaux. Les mains, on les met sur les montants latéraux parce qu'en fait, ça vous permet de descendre et de monter avec un appui continu sans jamais lâcher votre prise. C'est-à-dire que imaginez, vous montez avec, je dis n'importe quoi, avec un paquet d'ardoises. Vous avez toujours une main et au moins un pied, même quand vous êtes dans le déplacement, au moins un pied qui est en contact avec l'échelle. Vous avez toujours ce contact continu qui peut clairement vous éviter une chute, une chute. Voilà. Et ça se pratique. Ça se pratique et je dirais que les maîtres mots, du coup, c'est vraiment lenteur et concentration. D'autant plus que ne vous mettez pas la pression tout seul. En fait, vous êtes sur votre toit. Le but, c'est de le faire correctement et à votre rythme. Vous avez aucune obligation, aucun patron qui est derrière vous pour vous imposer un rendement à la journée, etc. Donc, ne courez pas sur le toit, s'il vous plaît, ni sur une échelle. Vous y allez tranquillement. Et vous allez voir de toute façon que vous allez prendre une assurance. Moi, à titre personnel, j'ai toujours de l'appréhension la première fois que je monte sur un nouveau toit. Et c'est très bien. Je suis extrêmement content d'avoir cette appréhension-là, c'est normal. Et petit à petit, au fur et à mesure de la journée, je connais un peu plus le toit, j'ai appréhendé la pente qui varie du toit sur lequel j'étais la semaine d'avant, etc., etc. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à faire des pauses. C'est impossible de rester concentré tout le temps. Et là, vous allez avoir un peu ce besoin-là parce que il faut poser les pieds aux bons endroits en permanence. Hein. C'est pas un truc, je pose les pieds comme il faut les 10 premières minutes et puis au bout de 3 quarts d'heure, je les pose n'importe comment et soit je casse les matériaux, soit je glisse, soit je me tape les pieds dans l'échelle, etc. Donc voilà, vous n'avez pas la même habitude qu'un coureur professionnel. Donc trouvez-vous des astuces, mettez-vous un réveil, vous faites une pause toutes les heures, vous descendez boire un coup, mangez un petit truc, un petit peu de sucre, voilà, si vous avez un peu d'appréhension ou autre, mais voilà, n'hésitez pas à faire des pauses. Bon, puis après l'analyse de risque, ça c'est des choses qu'on voit aussi in situ. Je fais en gros dans la formation, il y a euh, un parcours de risque. J'ai plus la terminologie exacte, mais en gros c'est un parcours piégé qui est fait dans de bonnes conditions. Évidemment, je vous laisse pas monter sur un toit comme ça, mais c'est pour en groupe collectivement identifier tous les risques qui sont rencontrés sur ce parcours-là et sur l'installation et sur un accès en toiture en particulier pour voilà, essayer de voir un peu toutes les configurations compliquées que vous pouvez avoir sur un chantier et essayer d'éliminer tout ça au maximum quand vous êtes chez vous.
Voilà, j'espère que c'était pas trop dense et compréhensible. Si ça vous va, maintenant on passe à la partie questions. Gauthier, je sais pas si tu voulais rajouter un petit truc avant de passer aux questions. Eh ben voilà, on va faire comme Agnès. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation jusqu'à maintenant? Alors oui, c'était dense, mais c'était très intelligible, Fabien. Donc je pense que le pari est gagné pour ce qui est de toutes les informations qui ont déjà été transmises. C'était un cours, enfin voilà, c'était déjà un petit cours magistral en prémisse. Donc bravo et merci pour ça. Oui, on va pouvoir passer aux questions. Je vais commencer par la question de Stanislas, si tu es OK, qui est arrivé un petit peu tard concernant les... c'est vrai que tu as aussi les questions que je t'avais forwardées. Ouais, je sais pas si ça va répondre à la question de Stanislas, mais j'en ai un paquet qui peuvent être répondus Bah, commence, re. commence-toi, ce sera mieux. Et Euh, puis ouais, et puis après on passe aux questions du chat. Si ça vous va, ça va peut-être répondre à certaines questions. J'ai essayé de grouper évidemment. Donc question de Pierre-Éric et Florence Lina. Comment on fait de la détection de fuite sur de l'ardoise, sur du zinc, sur un entourage de cheminée? Euh, Déjà, il y a un premier sujet, c'est de l'inspection visuelle. Donc ardoise, ça j'ai un peu répondu tout à l'heure, mais lorsque vous avez des défauts apparents de l'extérieur, hein, c'est quand même plus simple de se rendre compte des défauts à à l'extérieur du toit. Donc ça veut dire accéder en sécurité, au moins à la gouttière, voilà, pour observer son toit. S'il y a vraiment une très grosse appréhension, il y en a qui prennent des jumelles. Franchement, ça peut le faire. Faut chercher des bouts d'ardoise sur le toit, par exemple, sur de l'ardoise. Des ardoises grêlées, des trous, des ardoises qui ont glissé aussi. Donc ça arrive quand vous avez des crochets en acier galvanisé. Vous posez pas la question, enfin, si vous posez la question, est-ce que j'ai du galva ou est-ce que j'ai de l'inox? L'inox, il va quasiment toujours rester, enfin, il va toujours rester brillant. Modulo les lichens qui peuvent s'accrocher un petit peu dessus, mais il va toujours rester brillant dans le temps, alors que le galva, vous n'allez même pas savoir que vous avez des crochets. Si vous regardez votre toit de loin, vous les voyez plus, ils sont tout rouillés, tout, tout, enfin, je vous le souhaite pas, mais tout marron. Si c'est le cas, ça veut dire il commence par casser, les tuiles commencent par glisser, etc. Et là, il faut prévoir une surveillance et un repiquage régulier. Euh, Sur du zinc, c'est pas évident. Zinc, et puis il y avait des questions sur le bac acier aussi. Euh, Là, pour le coup, ça peut être intéressant d'y aller au jet d'eau pour simuler une pluie avec une personne à l'intérieur pour trouver l'origine de la fuite. Ça, c'est une option qui marche bien. Il y a aussi des sociétés spécialisées hein, qui ont des caméras à infiltrométrie. Donc ça, vous pouvez faire appel à eux, évidemment. Si à un moment donné, vous avez une pathologie qui traîne depuis plusieurs années et que aucun découvreur du coin n'a réussi à la détecter, n'hésitez pas hein, à faire appel à une société spécialisée. Ils ont aussi des produits colorés, voilà, pour détecter des fuites. Enfin, il y a plusieurs méthodes. La méthode, je dirais, courante, c'est quand même le tuyau d'eau et puis une personne à l'intérieur pour essayer de l'identifier. Alors ça fait jamais plaisir d'avoir une pluie supplémentaire qui vient mouiller l'intérieur, mais c'est relativement efficace. Et il faut le faire de manière méthodique, c'est-à-dire qu'on démarre toujours du bas pour remonter. Si vous mettez de la flotte directement tout en haut de votre toit, bah en fait, si la fuite est tout en haut, ça va pas plus vous aider dans la zone dans la zone de fuite. Pour une cheminée, bon, on en a quand même pas mal parlé tout à l'heure. Euh, Attention quand même, c'est des nids à fuite qui peuvent être aussi très compliqués parce que vous pouvez avoir l'enduit de la cheminée qui va être abîmé ou le dessus de la cheminée qui va être abîmé et qui va créer des infiltrations. J'ai eu le cas chez un client, c'était extrêmement compliqué à détecter. Bon, bah là, c'est parfois pas facile. Et ça peut impliquer parfois des travaux en plusieurs couches parce que vous pouvez très bien faire l'entourage, ça résout le gros des fuites si vous avez un solin fissuré comme les exemples tout à l'heure. Mais derrière, peut-être qu'il va falloir refaire l'enduit ou au moins le jointoiement, etc., etc. Bon. Donc ça, un peu plus technique sur la partie cheminée quand même. Même beaucoup plus technique pour un particulier, je trouve. Euh, Par contre, la réparation peut être relativement simple et peu coûteuse, et ça rejoint avec la question d'Elena. Je sais pas si Elena, tu es dans le chat. Si oui, si tu peux ouvrir ton micro, n'hésite pas.
parce que ma question pour toi, c'était est-ce que la fuite que tu décris, c'est une fuite le long d'un mur comme celle de la photo de gauche qui a été réparée sur la photo de droite? Et si on parle bien de la même chose? Je sais pas si Elena est toujours dans le... Je ne sais pas. Si elle est là, peut-être pas. Bon, bref. En gros, donc fuite le long du mur sous un toit. Donc j'imagine que c'est un solin qui correspond à la même chose que ce qu'on a autour d'une cheminée. Ça peut être pris pour un particulier à pas très cher. Mais par contre, vous n'allez pas être capable de faire un enduit zingué. Les soudures sur le zinc, ça prend vraiment. Enfin, c'est assez technique. Vous allez pas vous lever un matin, acheter un fer à souder et réussir à faire votre soudure correctement. Ce sera pas étanche. Vous allez vous arracher les cheveux, dépenser de l'argent inutilement, et de toute façon, vous ferez passer un couvreur derrière pour le faire correctement. Donc, vous lancez pas là-dedans, vraiment, c'est pas une bonne idée. Par contre, refaire un solin en mortier, euh, de la chaux, alors peut-être que je modulerai hein, quand je maîtriserai la chaux vive, mais en l'occurrence, ce qui marche actuellement, c'est de la chaux NHL 3.5 à 1 pour 3. Donc, une dose de chaux pour 2 doses de sable, avec un dosage d'eau. Et ça, vous faites un mortier d'étanchéité le long d'un mur, directement du mur jusqu'au matériau de couverture. Et pareil, de l'entourage de la cheminée jusqu'au matériau de couverture. Ça, c'est possible. L'avantage de ce mortier traditionnel, c'est que il est beaucoup moins rigide que le ciment et que si vous avez besoin de l'enlever pour reprendre correctement, pour faire de la réparation et pour le refaire, c'est possible. C'est pas le matériau de couverture qui va péter. Le mortier est plus souple et plus fragile finalement que le matériau de couverture, ce qui est un bon point parce que le but c'est quand même d'avoir une réparabilité plutôt du matériau de couverture qui est en général plus coûteux. La partie spécifique autour de ces zones-là est plus coûteuse. Voilà. Donc ça va vous coûter vraiment rien et ça, c'est possible de le faire sans problème. Il faut simplement bien humidifier tous les supports et faire plutôt une finition à l'éponge. Ici, on cherche pas l'esthétique, on cherche l'étanchéité. Donc, l'éponge bien mouillée à la fin pour coller le solin à la paroi verticale, c'est quand même une bonne pratique. Une très bonne pratique. Et bien penser à protéger votre toit pour des questions de nettoyage parce que sinon, c'est l'enfer. Voilà. Je rentre pas plus dans les détails. François et Maïsan, étanchéité autour d'une cheminée, solin contre le mur. Bon, bah ça, en fait, c'est un petit peu la même chose que ce que je viens de dire. Donc, je passe. Jeanne et Camille. Donc, on avait de la réparabilité sur du bac acier tenu dans le temps des scotch de réparation. Et comment est-ce qu'on remplace une tôle en fibrociment? Alors, j'ai groupé un petit peu parce qu'en fait, le bac acier, la question c'était est-ce qu'on peut le souder facilement, etc. La réponse est non. C'est fin. Si à un moment donné ça perce, c'est qu'il y a eu de la rouille, donc c'est qu'il est déjà bien attaqué, ou alors il y a eu un défaut à un moment donné, quelqu'un a mis un coup de perceuse dedans, mais bon, c'est quand même pas très courant. Voilà, donc la soudure sur déjà accès en toiture avec un poste à souder, enfin c'est pas des postes qui sont adaptés, etc. Donc ça c'est compliqué. La meilleure réparation possible, c'est de remplacer la plaque de bac acier. Euh, Ça, c'est possible, y compris par vous-même. C'est pas si compliqué. Il faut quand même faire attention où on marche, hein. On marche sur les ondes et donc sur les reliefs et pas sur les creux sur du bac acier, parce que les reliefs vont être rigides alors que les creux vont être beaucoup plus souples. Et vu qu'on ne voit pas le support de la charpente dessous, qui peut être parfois très espacé, si c'est de la charpente métallique, je crois que c'était Jeanne où il y avait où c'était en tôle sur une grange ou un hangar, où ça peut vite être très haut, ça peut vite être assez dangereux quand même de passer à travers ou de glisser. Donc voilà, attention à ça. Méfiance aussi, c'est quand même des matériaux qui sont très glissants. Et pour le coup, bah là, il n'y a pas beaucoup d'options, hein. C'est une échelle de toit avec un crochet de fêtage pour se sécuriser, ou alors une échelle de toit accrochée à la gouttière, mais c'est quand même vraiment pas le top. Enfin voilà, c'est pas forcément facile de sécuriser sur un toit en bac acier comme ça, donc méfiance quand même. Si vraiment il y a une intervention qui peut être un peu lourde, s'il y a un trou à cause de la rouille sur une des plaques, il faut inspecter le reste. Et s'il faut inspecter le reste, peut-être que ça vaut le coup d'avoir un échafaudage ou une nacelle louée pour une journée. Enfin voilà, en tout cas un truc un peu plus sérieux. La bonne pratique, c'est de réparer donc de remplacer la plaque.
La moins bonne pratique qui est possible, c'est en effet les scotch de réparation, mais c'est un peu du provisoire, hein. Il faut bien les chauffer avec un petit chalumeau. Parce que déjà, si ça vous tient, allez, 4-5 ans, c'est pas mal, hein. Il y a des résines qui existent, mais j'ai plus de référence en tête. Des résines fibrées qui tiennent beaucoup plus dans le temps. Ça fait une sorte de kayak au séchage. Donc c'est très costaud. Ça, c'est pas mal. Ça marche bien sur le bac acier, mais j'ai plus de référence en tête. Je peux pas vous en donner là, malheureusement. Remplacer une tôle en fibrociment, pas de problème, pareil. On démonte les fixations, on enlève la plaque et on la remplace. Par contre, attention, si on parle d'amiante, alors normalement c'est une dépose obligatoire par des professionnels. Si vous le faites vous pour des questions de coût, etc., il y en a plein qui le font, donc je vais évidemment blâmer personne là-dessus. Euh, Combi intégral jetable, masque à cartouche obligatoire. Masque pour les yeux, c'est pas plus mal aussi si jamais il y a des petites fibres. Travailler sur support mouillé pour éviter l'éparpillement des fibres. Sur chaussures, et idéalement, bien que j'aurais presque tendance à dire tant pis pour les surchaussures parce que ça rajoute un risque de glissade. Donc voilà, c'est pas évident de juger. On ne disque jamais une plaque en amiante ou des ardoises en amiante, mais jamais, jamais, jamais. Pareil, pas de coup de circulaire dedans. On dépose les éléments dans leur globalité et on ne les coupe pas, on ne les casse pas, sinon vous allez en prendre plein la tête. Les voisins, pareil, et les fibres vont voler à des centaines de mètres. Donc on ne fait pas ça. Voilà, bref, c'était petit aparté. Clément, je sais pas si c'est Clément qui est aussi sur la visio. J'ai vu qu'il y avait il y avait un Clément qui avait une belle charpente intérieure, une belle ossature bois intérieure là sur les vidéos tout à l'heure. Étanchéité au niveau des traversées de toit et notamment tous les raccords de pare-pluie. Alors il faut savoir que pour un couvreur, un pare-pluie, c'est pas ça qui doit faire l'étanchéité du toit, hein, clairement. C'est une protection supplémentaire, mais le but, c'est pas ça. Sinon, on met pas de matériaux par-dessus, on met juste du pare-pluie et puis voilà quoi. Euh, donc ça, c'est un petit aparté, mais qui est quand même importante parce que pourquoi est-ce que je dis ça? C'est qu'en fait, les traversées de toit, normalement, il faut des éléments spécifiques fournis par le fournisseur, des manchons qu'on vient coller, etc. Ou alors, il faut faire des raccords avec le scotch adapté au pare-pluie, qui sont pas toujours faciles, qui sont même parfois franchement impossibles en phase chantier. Parce que vous avez déjà la contrelatte, le chevron ou le lito qui va gêner, sur lequel on peut plus intervenir. Il aurait fallu prévoir ça avant de poser la contrelatte, ce qui est clairement impossible parce que vous pouvez quasiment pas monter sur votre toit en sécurité si vous avez pas si vous avez mis simplement votre pare-pluie et que vous n'avez pas encore mis vos contrelates, vous n'avez pas d'accroche, rien. Enfin bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans certains cas. Donc, j'ai pas toujours des solutions pour la partie par pluie. La bonne solution, c'est d'être étanche au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la bonne pratique. En réalité, faire au mieux sur les traversées de toit avec des scotch, avec des relevés, en gardant des relevés. En fait, le principe quand même de base important et le conseil que je peux donner, c'est que au-dessus d'un Velux, on garde toujours un relevé de pare-pluie pour dévier l'eau sur les côtés des Velux. Euh, et donc sur le côté du pare-pluie, avec un scotch d'étanchéité, etc. Mais voilà, dans certaines configurations, c'est pas simple. Bonne pratique pour marcher sur un toit en tuile mécanique. Donc la Alpha 10 dont tu parles, c'est un format qui est plat, mais je veux dire peu importe. Euh, Sur ce type de tuile, il n'y a pas forcément de zone entre guillemets interdite. C'est-à-dire que au niveau de la tuile en elle-même, plus il y a de points d'appui, plus ça peut répartir la charge sur plusieurs tuiles. C'est-à-dire que marcher sur le nez de tuile, sur le bas de la tuile, plus le milieu d'une autre tuile, bon, ça répartit un peu le poids, mais parfois les nez de tuile sont plus fragiles. C'est vraiment dépendant du type de tuile. L'Alpha 10, je la connais pas par cœur. Donc j'aurais pas de zone particulière au niveau de la tuile en elle-même. Par contre, où est-ce qu'on ne pose pas les pieds sur un toit? C'est toutes les zones spécifiques compliquées à réparer pour vous. C'est-à-dire qu'on marche pas juste à côté d'un Velux, on marche pas juste au-dessus d'un Velux, ni juste en dessous. Pareil pour les cheminées. On marche pas en rive, on marche pas au faîtage,
et l'égout, on évite aussi. En gros, toute la partie courante, allez-y, ça se réparera facilement. Si vous entendez que ça craque, s'il y a de la casse, etc., pas de panique, vous faites une croix sur la zone où il y a potentiellement un problème, et ensuite vous enlevez les matériaux, vous inspectez, vous remplacez avec quelques tuiles, quelques ardoises, pas de problème. Euh, voilà, ce serait plutôt ça mon conseil. Et sinon, la bonne pratique autre, c'est de marcher sur les montants des échelles plates, en fait. Euh, voilà, ça répartit le poids et ça évite la casse. Voilà. C'est la pratique générale. Question suivante. Donc, il y avait une question, donc Marie-Claude, Manu et Nicolas, démoussage. Comment est-ce qu'on fait un démoussage? Est-ce qu'il y a des produits écologiques? Comment est-ce qu'on gère les feuilles d'une manière générale pour éviter des soucis de gouttières encombrées, etc., etc. Alors, démoussage et marre. Moi, je ne pratique pas de démoussage chimique pour la simple et bonne raison que je me suis renseigné sur les produits qui sont utilisés, y compris les produits qui sont dits bio, et j'ai lu une étude scientifique sur le sujet, sérieuse, qu'il faudrait que je retrouve éventuellement, qui montre qu'en gros, ça fait partie des produits, entre guillemets, phyto et biocides, hein, qui vont tuer la vie. De toute façon, c'est le but, hein. Le but, c'est de tuer des lichens et des mousses. Donc, c'est du vivant. Ça va tuer le reste. Donc, pour ta mare, Marie-Claude, à proscrire absolument. Tout ce qui est récupération d'eau, à proscrire aussi absolument, y compris les produits pseudo-écologiques, puisque dans leurs recommandations produits, c'est une non-utilisation de l'eau pendant 6 mois. Donc autant vous dire que vous avez au moins 6 mois de pollution forte de l'eau et de destruction des organismes vivants sur une période longue, quoi. Franchement, c'est pas rien, quoi. Donc des moussages plutôt mécaniques. Donc brosse nylon. Moi, ce que j'aime bien, sinon, c'est j'ai une petite patte en zinc qui est fixée sur un manche à balai, vous savez, réglable, là, extensible, ce qui me permet parfois d'accéder à des zones assez lointaines sans me déplacer. Alors, on gratte pas comme des bourrins non plus, hein. Le but, c'est pas de décoller la surface du matériau, d'autant plus que dans certains cas, ça sert à rien. C'est-à-dire que sur de l'ardoise naturelle, ça reste de la pierre. La pierre, il va rien se passer avec de la mousse dessus ou pas. Sur la tuile, c'est différent. Que ce soit béton ou terre cuite, bon, bah là, ça va finir par dégrader et accélérer la porosité de la tuile. Donc là, oui, c'est bien de nettoyer, de brosser de temps en temps, d'enlever. Mais voilà, en tout cas, et en monument historique, par exemple, bah, il n'y a pas de démoussage chimique, hein, on fait jamais ça, quoi. Donc, je n'ai pas de produit écologique. J'aurais plutôt tendance à ne pas pulvériser. Enfin, en tout cas, moi, je le fais pas et je vous conseille de ne pas le faire. Gestion des feuilles, pareil. Il y a des. Parfois, ce qui est fait, c'est un grillage ou ce qu'on appelle une crapaudine, c'est-à-dire des éléments qui vont venir dans les gouttières pour bloquer les feuilles. Du coup, ce qui se passe en général quand vous faites ça, ça dépend de la configuration. Encore une fois, hein, si vous avez 3 feuilles parce que vous avez un petit arbre à côté, bon, ça peut passer. Mais ça n'empêchera pas qu'il faudra déboucher régulièrement, parce qu'en fait, là, vous allez avoir une gouttière qui va déborder quand même. Enfin, la descente va pas se boucher, va pas s'abîmer, mais la gouttière va déborder, donc bon, vous retrouverez vite des pathologies pénibles. Quand vous prenez de l'eau, la gouttière est remplie d'eau, déjà elle est super lourde, vous allez la déformer, la gouttière coûte plus cher à refaire qu'une descente. Donc, c'est plutôt des choses que j'aurais tendance, moi, à éliminer au fur et à mesure de mon expérience de couvreur et plutôt me dire que si vous avez des feuilles à gérer, il vaut mieux les gérer en bas. Il faut donc prévoir parce que la question c'était pour de la récupération d'eau et donc il vaut mieux prévoir plutôt un filtre entre la descente de gouttière et votre cuve de récupération d'eau. Comme ça, vous pouvez gérer le gros des feuilles qui va passer quand même naturellement dans la descente. Et vous pouvez les récupérer à ce moment-là. C'est un entretien courant beaucoup plus facile à faire 2 fois par an, une fois à l'automne et puis une fois en décembre, histoire d'éliminer le gros en 2 phases. Voilà, ça c'est complètement possible, c'est plus efficace, c'est moins dangereux que de se mettre à la gouttière et de nettoyer la gouttière. Ce qui n'empêche pas de le faire, hein. Il faudra le faire aussi malgré tout parce que vous aurez toujours un fond de feuilles qui restera dans le fond de la gouttière. Mais ce sera moins courant, quoi. Peut-être que vous ferez ça, peut-être que vous ferez la gouttière tous les 3 ans, alors que nettoyer les feuilles, vous le ferez 2 fois, 1 ou 2 fois dans l'année, à l'automne et à l'hiver, et puis ce sera très bien. Je me Ouais, permets, là aussi, oui. pour te laisser un petit temps une petite respiration. Le,
le sondage, si vous voulez répondre, donc à enfin, où en est votre projet de toiture, n'hésitez pas à le remplir. Je vais laisser encore une petite minute. Je vous rappelle aussi pour toutes les personnes qui regardent sur YouTube en replay que Fabien anime des formations et que je mettrai le lien dans la description du replay et que pour ceux qui sont là en direct, vous avez le lien pour avoir plus d'informations que j'ai collé un peu plus tôt dans la conversation. Donc je pense que vous allez le retrouver. Je vous le mettrai encore au cas où. Et n'hésitez pas à, comme dit, poser des questions à travers le lien d'information. Comme ça nous permet de vous garder dans la boucle si effectivement vous avez un souci de toiture et puis vous envoyez des communications qui sont pertinentes à ce sujet. Donc, pour l'instant, au niveau du sondage, la question c'était où est-ce que vous en êtes au niveau de votre projet de toiture? Donc, c'est le petit A qui gagne avec, bah, attendez, je vais mettre fin, comme ça vous le verrez aussi avec 13 personnes sur 30 qui ont un petit entretien, une petite réparation à faire. Voilà, ça va être des fuites ou du démoussage d'un tuile cassé. On a une vraie rénovation complète. Il y a quand même 7 personnes qui sont dessus a priori. Et puis 9 personnes qui sont en phase d'achat et de réflexion et qui veulent savoir comment diagnostiquer un toit. Donc je pense que là, vous êtes au bon endroit. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui ont été Mm. partagées jusqu'à maintenant par Fabien, et puis une personne qui n'ose même pas poser une échelle pour l'instant, mais ça va changer. Donc voilà, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Et puis là, je vois qu'on est à une diapo sur deux, donc il y a encore une deuxième diapo de questions. Je vois aussi que dans la participation, donc vous êtes tout doucement, vous êtes en train de quitter le live. Donc si vous voulez voir la fin en replay, n'hésitez pas, je mettrai le lien également dans les commentaires, également sur YouTube. Et puis ce que je propose, Fabien, c'est de répondre peut-être, parce qu'il y a encore pas mal de questions aussi dans les commentaires, et comme on a envie de répondre à tout le monde, d'essayer de répondre en une phrase. Alors on ne pourra pas avoir des Ouais, réponses je fais plus court. complètes et totales parce que évidemment ça n'en finirait pas, parce que je sais d'expérience que plus on répond à des questions, plus il y en a de nouvelles qui arrivent. Donc, Mhm. donc voilà, je pense que tout le monde le comprendra très bien euh, Ouais, en direct. Et je te redonne le micro, Fabien. ça marche. Euh, Dans la formation, d'ailleurs, il y a toute une partie, il y a une après-midi complète qui est dédiée à vos projets, à vos problématiques particulières. Parce que vous voyez, c'est très vaste, en fait, les problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, dans la formation, vous avez ça. De toute façon, les trois dernières questions ici, donc là, j'y ai déjà pas mal répondu en réalité. Passage de l'échelle de pied à l'échelle de tour en sécurité. Bon, là, j'ai donné pas mal d'astuces. La pratique, ça marche bien. La semaine dernière, justement, j'avais une dame qui, avec le vertige, n'osait pas faire ce passage-là, avait peur de la redescente, elle, du passage, mais dans le sens inverse, dans le sens descente. Et en fait, on a donc, mis en place toutes ces normes de sécurité, enfin, toutes ces bonnes pratiques de sécurité complémentaires à évoquer, et ça a pu le faire, quoi. Sur un toit pas haut, à faible pente, enfin voilà, faut le faire dans de bonnes conditions. Bon, Sarnaché, j'en ai parlé. Moi, à titre perso, d'ailleurs, juste pour vous dire, j'ai pas de harnais. Donc voilà. Je dis pas que j'en aurai jamais et que j'en mettrai jamais, mais j'en ai jamais utilisé pour le moment. C'est complètement possible. Par ailleurs, je sais qu'il y en a qui le font. Mathieu, bah, mise en sécurité, en confiance dès le départ, sans harnais ni échafaudage. Ça passe par la pratique. Voilà pour la première batch de questions. Reconnaître l'étude poreuse, on l'a vu également tout à l'heure sur photo. Alors, Sophie qui a des fuites récurrentes avec deux échecs de réparation et comment changer une ardoise. Comment changer une ardoise? On a pas mal évoqué. Les échecs de réparation, en fait, il faut faire une détection de fuite correcte. Donc, on a aussi expliqué un petit peu comment faire une détection de fuite correcte. Moi, j'avais un exemple aussi sur la maison sur laquelle on est en location, depuis laquelle je suis en visio pour l'instant, où la fuite venait du fêtage et ça coulait 1,50 m plus bas au niveau du Velux. Donc, franchement, très difficile à détecter parfois malgré du repiquage intermédiaire. Voilà, voilà. Donc une détection de fuite préalable, ce que je n'avais pas fait parce que j'avais pas de tuyau qui montait jusque là-haut, mais ça peut quand même bien aider. Comment est-ce qu'on accède à une toiture de plus de 10 mètres de haut? C'est pas une réponse très cool, mais en fait, bah, il faut une échelle assez grande, tout simplement, ou alors un échafaudage ou une grande nacelle. Il n'y a pas beaucoup de solutions miracles, malheureusement, ici. Le problème avec les rongeurs que tu as, Ona, c'est beaucoup plus compliqué à traiter en rénovation. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Normalement, il faut mettre des grilles anti-rongeurs, des cache-moineaux, mais une fois que c'est déjà en place,
faudrait que j'ai des photos. Je peux pas trop répondre comme ça. Xavier, fuite gouttière zinc, donc soit la petite résine dont je parlais tout à l'heure, miracle, avec un bon nettoyage. Quoi qu'il arrive, il faut bien nettoyer la gouttière avant. Euh, euh, si c'est la naissance agrafable, comme je montrais tout à l'heure. Si c'est du scotch de réparation, c'est possible. Il faut bien le chauffer avec un petit chalumeau et surtout le scotch de réparation, on le met par l'intérieur de la gouttière, donc on ne doit pas voir le scotch côté extérieur, puisque c'est inutile dans ce sens-là. Ça veut dire que l'eau coule sur l'adhésif et non pas sur le revêtement étanche de l'autre côté. Donc voilà, Xavier laisse tomber du coup l'achat du fer à souder, comme je le disais tout à l'heure, parce que moi, j'y arrive pas souvent. C'est-à-dire que les gouttières sont souvent trop oxydées pour qu'on puisse ressouder. Alors ressouder tout court et alors a fortiori ressouder sans percer le zinc sur du zinc oxydé. Il y a très forte chance que ce soit impossible, y compris par un coureur expérimenté. C'est peut-être pas le cas dans ton cas, mais te lance pas là-dedans. La soudure dans une gouttière en place avec des matériaux de couverture qui débordent dans la... Déjà, il faut déposer les matériaux de couverture en bas de pente, donc c'est pas forcément facile à remettre. Et en plus, l'accès avec le fer est assez infernal. Ça fait partie des soudures en général en place les plus compliquées. Bac acier et fuite Velux. Jennifer, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour toi en fait. Pour traiter correctement des fuites sur du bac acier qui serait plus bas dans la pente, en fait, normalement, il faut repartir du fêtage, avoir une fêtage, une étanchéité pardon, parfaite depuis le fêtage. C'est un peu moi ce que je reproche au bac acier pour de l'habitat. Donc là, il faudrait des photos, il faudrait une inspection. Enfin, faut faire intervenir un couvreur vraiment sérieux sur ton cas. On peut en discuter en off si tu veux. Ce sera trop long aujourd'hui. Réemploi de tuiles en terre cuite, Julien. Donc des tuiles plates, c'est une supposition. Je ne sais pas si tu es encore présent sur la visio. N'hésite pas à te manifester. Est-ce que c'est une tuile à emboîtement ou si c'est une tuile à recouvrement traditionnel? C'est possible, moi je le fais là sur un gros chantier, il y a plus de 300 mètres carrés de tuiles plates, donc je vais faire du réemploi. On peut le faire, il faut bien les trier, bien les nettoyer. J'ai pas forcément de produit miracle pour leur donner une seconde jeunesse, c'est plutôt un nettoyage mécanique, un peu ce que j'évoquais pour le démoussage. Après, ça reste de la terre cuite. Donc, ça veut dire que comme la brique, tu peux la rendre un peu plus étanche et un peu plus hydrophobe avec de l'huile de lin, par exemple, sur la partie visible. Ça, c'est une petite astuce. La grosse contrainte, c'est que ça peut prendre un temps fou de le faire au rouleau, en bain ou en... Enfin voilà, hein, la tuile plate, c'est 65 tuiles par mètre carré. Donc, bon courage. Moi, en général, je les trie un peu mieux, quitte à ce que j'en supprime. Et du coup, quitte à ce que certaines, je ne garde pas justement parce qu'elles sont trop abîmé et que le traitement prendrait beaucoup de temps. Et en effet, pare-pluie dessous, peut-être même deux couches de pare-pluie, ça peut valoir le coup en fonction de si tu fais une grosse isolation dessous, d'avoir un pare-pluie rigide, type laine de bois, et un pare-pluie souple par-dessus, qui coûte pas très cher, ce qui maximise tes chances et ce qui minimise ton entretien parce que sur du réemploi, c'est vrai que tu as plus de risques à un moment donné que tu en aies qui glissent, qui se cassent, qui se deviennent poreuses, etc. C'est pas toujours facile d'estimer la durée de vie restante de ton matériau. Et donc, si tu peux te dire, OK, je vais faire un repiquage de 2 ou 300 tuiles tous les 5 6 ans, à partir du moment où ça va recommencer à se dégrader, plutôt que de le faire tous les ans, parce que dès que j'ai une tuile qui glisse, c'est la merde, j'ai une grosse fuite dans mon salon qui est toute isolée, bah voilà, ce genre de bonne pratique aussi est intéressante avec un double pare-pluie. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire sur un chantier isolation paille du toit. Chris, projet d'achat de maison. Donc ça, c'est des problématiques un peu différentes. Comment est-ce qu'on diagnostique avec achat? Eh ben, j'ai envie de te dire, soit on se fait un rendez-vous en off, soit tu viens à la formation parce qu'il faut prendre quand même quelques photos. J'ai aussi une formation que j'ai déjà faite à 2 reprises pour des agents immobiliers pour faire justement du diagnostic, enfin, du pré-diagnostic parce que ils sont pas forcément experts, mais du pré-diagnostic avant achat et on peut détecter aussi des trucs en Street View. Donc, si besoin, on peut se faire un petit échange là-dessus. Réflexion possible en chantier participatif. Oui, on peut encadrer des gens qui montent sur un toit. Ça se fait, il faut le faire correctement, c'est possible.
Florence et Bruno, il y avait refaire un toit en ardoise ancienne sans impro. C'est possible, comme tous les autres matériaux, en fait. Ça, il y a pas de contrainte a priori, mais il faut voir certaines techniques spécifiquement qui ne seront pas vues dans la formation repiquage que je vais faire. On peut voir quelques parties, mais on ne pourra pas tout voir, ce serait trop long. En gros, il faut savoir démarrer un toit, donc savoir faire l'égout, la partie basse, savoir terminer un toit, savoir faire le faîtage, et savoir faire les rives, les côtés. Donc, on va couper des matériaux dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est tout ce que vous allez rencontrer sur votre toiture. Un entourage de Velux, c'est en dessous un départ de toit, au-dessus l'équivalent d'un faîtage et sur les côtés l'équivalent des rives. Voilà, donc quand vous maîtrisez ces quatre zones spécifiques, vous êtes capable de vraiment vous débrouiller. Après, il y a du traçage, il y a plein d'autres trucs, mais voilà. Ça, ça après, moi, je le fais, j'accompagne des chantiers où c'est 70% d'auto construction, je dirais, de toiture. Donc ça, c'est possible, mais ça veut dire qu'il faut que je vous lance sur les différents sujets. C'est quand même plus facile si, par exemple, je m'occupe du traçage, la partie pose des lattes, etc. Vous pouvez le faire vous, parce que ça, c'est une partie assez sensible aussi. Mais voilà, là, ça implique quand même un peu plus d'expertise. Ça peut être assez risqué si vous avez vraiment zéro connaissance de vous lancer comme ça tête baissée. Faut se former quand même un peu. Et ça, j'ai des ressources que je peux vous partager gratuitement. Par contre, un livre de le b.a.-ba de la couverture où vous avez toutes les infos pour bien faire si vous êtes un peu scolaire et que vous savez, euh, enfin voilà, vous analysez assez bien les petits schémas techniques. Et encore une fois, bah, quelle solution? Alors, fuite par forte pluie sur tuile mécanique, quelle solution? Bah, en fait, vous avez un problème sur la partie tuile mécanique et sur la partie étanchéité. Le pare-pluie, même si à l'époque, le DTU n'imposait peut-être pas le pare-pluie, c'est pas le pare-pluie qui fait l'étanchéité. Donc, c'est pas un sujet de pare-pluie. S'il faut refaire parce que il y a eu trop de malfaçons, vous remettez un pare-pluie. C'est d'autant plus important que le pare-pluie est très précieux sur de la tuile pour l'arrachement au vent. Ça a été prouvé par les assurances. Il y a même des assurances qui font de la décote d'assurance là-dessus. D'ailleurs, astuce dont j'ai pas parlé et dont Gauthier, tu m'as dit, il faut que tu en parles parce que c'est hyper bien. Tous ceux qui ont de l'ardoise, vous regardez votre contrat d'assurance multirisque habitation ou vous appelez votre assureur et vous lui demandez si votre toit est assuré sans vétusté. Ça veut dire que si un jour vous prenez la grêle, peu importe l'âge de votre toiture ardoise, ça va abîmer vos ardoises, vous allez avoir des fuites, vous allez avoir un toit complet à refaire probablement, ou en tout cas tout un rampant, donc ça va vous coûter. Enfin, vous allez casser la tirelire, quoi. En gros, si vous avez une assurance qui prend en charge sans vétusté et elle coûte pas plus cher, je sais qu'il y a Pacifica au Crédit Agricole qui fait ça et Allianz. C'est pas pour leur faire de la pub, je sais pas ce que font les autres, mais je sais que eux le font de base dans leur contrat. Euh, et ça coûte pas plus cher, ça veut dire qu'en fait, le toit sera repris à neuf. Voilà, y compris si vous avez de l'ardoise qui a 150 ans sur votre toit, si jamais vous avez un cas de grêle. Alors que si vous avez une décote de vétusté, bah, peut-être qu'ils vont reprendre à 3 fois rien, et donc vous allez devoir sortir, je sais pas, n'importe quoi, entre 20 et 60 000 balles de couverture. Donc vous n'allez pas être content. Voilà. Dernière question, avant les questions du chat. Frédéric, donc comment diagnostique l'âge d'une toiture? Quelle est la durée de vie moyenne d'une toiture et quand remplacer à neuf? Euh, Voici ta réponse. Les matériaux traditionnels, donc la tuile plate à recouvrement ou la version canal, hein, ça marche pareil. Ce qui est important, c'est la nature du matériau, c'est la terre cuite. 50 à 100 ans, ça peut être beaucoup plus, mais c'est plutôt 50 à 100 ans en général, en Alors, ce que fonction je de vais la faire, qualité. Fabien, je vais t'interrompre et je vais Ouais, laisser enfin, chacun reconnaître le toit qui le concerne pour yes. faire une idée, puisque tu as pris la peine de très bien illustrer tout ça. Et puis, je vais annoncer tristement qu'on a, pour le coup, gardé le meilleur pour la fin. On vient de vivre le meilleur. C'était certainement, ben, déjà le temps de temps de vie des couvertures, mais aussi pour l'assurance. Donc, j'espère que vous avez pris des bonnes notes. Là, malheureusement, moi, j'ai un impératif, donc je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Je sais que pour toi aussi, de ton côté, c'est un marathon. Ça fait quasiment Ouais. 2 heures que tu parles, que tu as répondu à énormément de questions qui avaient été posées
en préambule, puisque quand vous vous inscrivez, vous avez l'occasion de poser vos questions pour qu'elles soient répondues durant l'appel. Et là, voilà, je suis sûr que vous comprendrez que plus Fabien en donne, plus les questions tombent. Et dans ce cas de figure, en plus, c'est des questions qui sont très ouvertes. Donc, c'est des questions où il n'y a pas de réponse simple. Donc, voilà, malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer plus loin pour ce qui est des réponses et pour ce qui est du contenu qui est apporté ici. Je vous invite à faire un petit émoticône pour Fabien, pour tout ce qu'il a donné aujourd'hui, parce que vraiment, il n'a vraiment pas arrêté, il s'est préparé et bien préparé en amont pour vous offrir tout ça. Donc voilà, dites-lui merci, dites-lui de tout. Il en manque, je vois les questions du chat. Ouais, en fait, c'est trop tout ce qui est ventilation, accès, il y a encore plein de trucs. Désolé de ne pas pouvoir répondre à tout. En fait, c'est matériellement impossible même de Ouais, répondre là, à ces questions, c'est je pas pense, possible de répondre à tout. surtout Mais avec j'espère un que. tempérament aussi généreux que le tien, Fabien. Ouais. Donc Mais voilà, n'hésitez pas à venir. Pour le coup, il y aura un petit questionnaire préalable à la formation, pour le coup, parce que tout ce qui est spécifique, je répondrai aux questions et il y aura plein d'échanges comme ça autres. Donc, n'hésitez pas si ça vous branche. Enfin, ça correspond à un besoin, hein, je venais pas pour rien non plus. Mais voilà, n'hésitez pas si ça correspond à une attente, en tout cas. yes. Voilà, voilà. Eh ben écoute, Et n'hésitez pas à prendre. Je sais pas si tu veux qu'on fasse passer le support ou pas. Moi, ça me dérange pas, hein, eh ben, ce Gauthier. qu'on va faire, c'est que tu me l'as déjà partagé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je l'enverrai dans l'email de replay. Si vous êtes là, vous allez recevoir l'email avec le replay. Ce sera pas aujourd'hui, ce sera pas lundi, ce sera pas mardi, ce sera la semaine prochaine. Parce que là, malheureusement, j'arriverai plus le temps de mettre la vidéo en ligne, etc. Donc, je vous enverrai euh, la slide si ça vous intéresse. Et puis, vous avez bien entendu le replay que vous pourrez voir en direct. Donc, voilà. Je, euh, je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je remercie encore plus Fabien. Et je crois qu'on a tout dit. Donc, je te laisse le dernier mot, Fabien, si tu avais une baguette magique. Qu'est-ce que tu, Non, qu'est-ce bah que tu ferais merci, avec? merci à toutes et à tous. Ne prenez pas peur, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Et puis, ouais, question ventilation, désolé de faire des déçus. Je partagerai aussi toutes les infos théoriques pour calculer ça, c'est pas très compliqué. Demandez à un fournisseur aussi, il va savoir vous calculer ça sans problème. C'est pas une grosse contrainte. Euh, je dis pas qu'il faut pas bien le faire, mais voilà. Et non, merci à toutes et à tous, surtout pour tout ce temps. Passez un bon week-end, profitez bien du soleil, profitez-en pour inspecter votre toit si besoin. Et puis, si je vous dis, bah, peut-être à bientôt. Et moi, j'ai menti, je ne vais pas te laisser le mot de la fin, je vais le laisser aux commentaires dans le chat qui disent merci beaucoup pour toutes ces informations. On ressent bien la motivation de Fabien, c'est super. T'es pas là pour faire une formation complète gratuite, ne culpabilise pas, etc., etc. Merci beaucoup pour la présentation et les réponses. Donc là, il y a vraiment un engouement général. Merci beaucoup à tous et passez un très très beau week-end. Au revoir à tous. Et hop, on éteint l'enregistrement. Et moi, je file, je cours, je vole.